Bonjour Christian Gratalou. Bonjour Julien Devorex. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et m'expliquer ce que vous faites et me parler aussi de, on va dire, des lunettes que vous aimez apporter pour regarder le monde et notre époque? Alors, je suis géographe, même si je suis plutôt historien aussi à l'origine, un peu anthropologue. Donc je suis pas très spécialisé, même si j'ai été universitaire, hein. J'étais prof à l'université Paris Diderot, qui est a priori, on peut penser que je suis dans un créneau très pointu. Mais je me suis toujours intéressé à des questions de vulgarisation, de diffusion, de formation des enseignants. Donc pour moi, c'est très large. Dans ce domaine, mon créneau était plutôt l'usage de la carte. J'ai fait et surtout fait faire énormément de cartes dans ma vie. Je suis pas à proprement parler un technicien, d'autant plus que je m'intéresse à la cartographie historique, donc à des cartes qui sont plutôt des cartes dessinées que des cartes avec des systèmes informatiques géolocalisés et appliqués à des cartes, hein, où il y a une part d'automatisme, une question très technique. Ce qui m'intéresse dans les questions techniques de la cartographie, ce sont les effets visuels que ça a dans la perception que l'on peut avoir. Donc on pourra peut-être être amené à parler des types de projection des cartes, Mhm. hein, parce que ça peut amener à déformer profondément le message. Je sais d'expérience, mais pour un exemple, que quand je faisais de la formation d'enseignants, et que j'avais en face de moi essentiellement des gens qui étaient historiens de formation, puisqu'en France, le professeur de géographie est professeur d'histoire-géographie, eh bien, ce qui intéressait les gens, c'était pas le fond de carte, c'était ce qu'ils allaient mettre dessus. Les mouvements de la Seconde Guerre mondiale ou les tonnes de production de blé, hein, peu importe, c'était ça le message. Et ils se rendaient pas compte que le fond de carte est lui-même un message. J'aime bien dire qu'il est subliminal, parce que on nous raconte une vision du monde, et cette vision du monde, elle est d'autant plus forte qu'elle est inconsciente. Le fond de carte que vous avez derrière vous, d'ailleurs, nous donne une vision du monde légèrement décalée puisqu'elle n'est pas centrée sur le méridien de Greenwich. Et juste pour prendre cet exemple, je peux vous dire que dans des enquêtes auxquelles j'avais participé, on demandait à des élèves, mais on pourrait le faire à des adultes, la réponse serait la même, pourquoi le méridien de Greenwich était le méridien zéro. Le méridien d'origine était celui qui passait par Londres. Et la réponse presque unanime était parce qu'il est au milieu. Et ça, oui, ça vous fait rire, mais de fait, c'est quelque chose qui est tellement évident puisque, en tout cas en France et en Europe occidentale, pratiquement toutes les cartes que l'on nous montrait, Mm. et je parle de temps évidemment un peu plus ancien parce qu'à partir des années 80 ça change, eh bien la plupart des cartes que l'on voyait étaient bien centrées sur le méridien zéro, avec le nord en haut et le sud en bas. Mm. Oui, puis on se rend compte que dès qu'on commence à déplacer les cartes, à les retourner, tous nos repères en fait explosent et ça change Mais complètement notre perception du monde, alors qu'effectivement on oublie que c'est complètement arbitraire d'avoir le nord en haut, par exemple. par exemple, voilà, tout à fait. Il y a pas, enfin, disons que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on a quand même pensé qu'il y avait du haut et du bas dans l'univers, et donc que le Nord était logiquement en haut. Alors ça nous est resté, mais c'est seulement à partir du moment où on a pensé à la gravitation universelle qu'on a vraiment compris qu'il y avait le bas était au centre de la Terre et non pas en haut. Mm. Enfin, pardon, Alors, le haut. oui. Le était non pas au pôle sud, pardon. Ah, vous voyez, on peut s'y perdre facilement finalement. Absolument. Mais en fait, c'est un sujet qui est absolument passionnant et on va essayer de passer un peu de temps ensemble pour regarder aussi comment nos perceptions du monde, nos perceptions de l'histoire aussi, dans notre cas aujourd'hui, sont influencées par ces représentations. Et à quel point, en fait, ça va biaiser aussi certains de nos choix, certaines de nos idées et certaines de nos représentations qu'on se fait du monde selon la carte qu'on utilise et selon ce qu'on décide de mettre sur la carte. Alors, vous avez écrit pas mal de livres, dont un livre qui s'appelle Géohistoire, qui je ne sais pas si c'est votre tout dernier, mais En termes de livres et de textes qui ne sont pas ouais, strictement des atlas, c'est le tout dernier paru. Il y voilà. en aura Il y a aussi pas mal d'atlas et puis pas mal de collaborations. Vous mettez votre nom sur pas mal d'ouvrages. Mais dans ce livre-là, donc j'ai eu votre lecture, on va dire géohistorique. La carte occupe donc un rôle absolument majeur pour raconter notamment l'aventure humaine. Alors, on devrait commencer par ça. Pourquoi est-ce que elle est si centrale, cette carte, ou ces cartes sont si centrales pour comprendre à la fois les sociétés et leur rapport au monde? Pourquoi on ne peut pas faire d'histoire, entre guillemets, sans faire de géographie?
Je crois qu'il y a toujours 3 choses dont il faut tenir compte pour comprendre une société. C'est leur espace, leur territoire et leur milieu. Et ces 3 choses, seule la carte nous permet de vraiment bien s'en rendre compte. Toutes les sociétés ont un territoire. On va certainement à un moment ou un autre prononcer le mot identité, mais en rapport avec la carte. Toutes les sociétés ont une appropriation d'une partie de la surface de la Terre. Ça peut être petit, ça peut être grand. C'est pas forcément une partie en surface avec des limites bien nettes. Un territoire avec des frontières. Ça, c'est l'État-nation européen qui l'a formalisé. C'est une forme de territoire qui aujourd'hui est officiellement la forme universelle sur Terre, mais celle de l'ONU, si vous voulez. Mais dans les faits, on pouvait avoir des sociétés qui étaient beaucoup plus réticulaires, où il y avait beaucoup plus des trajets, les sociétés d'éleveurs, par exemple. Bon, il peut y avoir bien des formes, mais toutes ont un ancrage et un territoire. Sur ce territoire, il y a des questions de distance. C'est ce qu'on peut appeler l'espace. Les sociétés ont du près et du loin à l'intérieur, il y a de la périphérie, il y a du centre. Et puis, elles ont aussi des distances plus ou moins fortes avec les autres sociétés. Elles peuvent avoir beaucoup de voisins ou peu de voisins, des voisins importants, des voisins moins importants. Et je dis toujours, on a au moins pour partie l'histoire de ces voisins. Et réciproquement d'ailleurs. Et comme nos voisins ont eux-mêmes des voisins, on a pour partie l'histoire des voisins de ses voisins. Alors, on peut bien sûr généraliser, mais des sociétés qui sont assez isolées ont des histoires, effectivement, par bien des côtés plus paisibles que d'autres sociétés, mais en même temps, souvent, moins dynamiques. Donc, si vous prenez, là, j'achève un atlas du Moyen-Orient, c'est historiquement, au moins jusqu'au XVIe siècle, le grand carrefour de toutes les interrelations des sociétés. C'est à partir de là qu'on a découpé le monde. Donc, ce Moyen-Orient, il a une histoire qui est constamment ponctuée de... Alors, aujourd'hui, au moment de Gaza et de ce qui se passe du génocide de Gaza, je dirais de massacre. Mais c'est aussi d'invention, d'innovation, ne serait-ce par exemple que les religions révélées. Donc, vous avez là quelque chose qui est lié à sa situation géographique, sa position par rapport aux ensembles d'interactions. Ça, c'est la logique spatiale. Et puis, il y a aussi des milieux. C'est-à-dire que nous sommes des humains, c'est-à-dire des animaux, mais en l'occurrence des primates, habitués, faits même, pour vivre dans une niche écologique qui est la savane arborée. Ça nous a donné un certain nombre de caractéristiques, celles de tous les primates, c'est-à-dire des animaux qui vivent sous les tropiques, donc au chaud, d'être de la savane arborée, c'est-à-dire d'avoir de bonnes jambes. Et puisque, à la différence des autres primates, on est plutôt adapté à la course à pied que à la grimpette. Et de ce fait, les humains se sont promenés dans tous les milieux. À partir du moment où ils ont maîtrisé un certain nombre de techniques qui leur permettaient de vivre dans ce qui n'était pas leur milieu. C'est-à-dire s'habiller, se construire des bâtiments et surtout manipuler le feu. À partir de là, ils ont été partout. Nous avons été une espèce incontestablement invasive. S'il y a une espèce invasive qui mérite ce terme, c'est bien les humains. Et de ce fait, on a été dans tous. Et cela, la carte vous permet de comprendre les trajectoires, les passages de milieux différents, les constitutions de territoires et les logiques de distance des sociétés les unes par rapport aux autres. Donc, pour ça, on ne peut pas se passer de carte. Petit aparté, en fait, est-ce que vous pouvez éloigner légèrement le micro de Oui, vous? bien sûr. Alors, attendez, je vais m'éloigner Parce que un ça peu fait de des comme ça, voilà. Je pense Ah que ça oui, sera quand mieux. je suis peut-être trop enthousiaste. Non, c'est très bien, c'est juste qu'il est un petit peu près. Voilà, C'est comme nous si je sommes- parle trop près moi-même, vous voyez, Ah oui, ça d'accord. fait des Je trucs me comme ça. recule un peu. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ouais, très bien, même pas besoin d'être de si loin, c'est juste qu'il faut D'accord. voilà, je vous Ok. l'avais mis Ah un oui, petit oui. peu près. D'accord. Et là, c'est parfait. C'est Et la pas trop première fois que je m'en taper, sers de ce micro. Ah, pas de souci. Je vais pas trop taper sur la table. Voilà, pas trop taper. Voilà. J'ai vu que vous faisiez attention, mais je vous le redis. Ouais. Non, j'ai pas de gourmette. J'ai bien suivi vos consignes. Ouais. Bon, très bien, Bon, très d'ailleurs, bien. j'avais de gourmette, mais enfin, c'est pas. Alors, j'enchaîne. Ok, donc on comprend bien que effectivement, chaque histoire de peuple, de nation, de tribu même va être associée à un milieu, va être associée à un territoire, à ce qui s'y passe, et que très vite, d'ailleurs, les humains vont finalement essayer de se doter d'outils pour comprendre ce milieu, pour comprendre leurs voisins, pour comprendre aussi les limites de leur territoire, et puis se poser la question de ce qu'il y a plus loin, puisque comme vous l'avez dit, on a les humains ont été, en tout cas pour partie, nomades, ont eu besoin de circuler. À partir de quand on commence à
dans l'histoire à voir les premières cartes, en fait? Et est-ce que à quoi elles servent? Est-ce que ce sont, des outils de conquête ou c'est autre chose, en fait? J'aurais presque envie de vous dire depuis toujours. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait presque l'appliquer même à certains autres mammifères. Mais enfin, en tout cas, les cartes, OK. elles sont d'abord là. Ah, nos cartes, elles sont mentales d'abord. Vous avez beaucoup de sociétés qui ne font pas cet artefact, cette mémoire externe, cet outil de communication que nous on appelle carte et qui est un objet matériel ou visuel. Mais ils les racontent, ils les disent avec des mots. Éventuellement d'ailleurs, ils les tracent de manière temporaire sur le sable, par exemple, comme c'est le cas souvent des Touaregs, hein, qui sont capables qui évidemment ont une connaissance du territoire saharien qui est extrêmement poussée, avec des points de repère, des distances, c'est vital pour eux, et ils sont parfaitement capables de vous la tracer dans le sable pour vous l'expliquer. Mais eux, ils n'en ont pas besoin. Ils l'ont en tête, comme souvent des marins ont eu en tête tout ce qu'étaient leurs itinéraires, et ils n'avaient pas forcément besoin d'une carte. Ils avaient besoin de repères, de visuels, de la mer, comme on dit quand on est un marin et qu'on a quelque chose qui est sur le littoral qui nous sert de point de repère. Mais ils n'avaient pas besoin de le formaliser dans un document qui est à 2 dimensions et qui est aujourd'hui sur un écran, mais qui était naguère sur du papier. Voilà, donc il y a un moment, effectivement, et il est certainement très ancien, où on s'est mis aussi à les mettre sur des formes résistantes. Alors, ce qui nous reste, quand c'est très ancien, c'est que c'était sur du rocher. C'était sans doute l'une des formes de cartes les plus anciennes, celle qu'on appelle le cadastre de Bedolina. C'est quelque chose qui est du 2e millénaire avant notre ère, qui est au nord de l'Italie, qui était gravé sur un rocher, un polyglaciaire bien lisse, et sur lequel on pouvait avoir en bas la petite vallée dans lequel il y avait des populations néolithiques qui cultivaient cette vallée. Et là, sur le rocher, on voit la limite des champs, on voit les routes, on voit des indications de maisons. C'est pourquoi on lui a donné, même si les distances sont pas forcément très formalisées, la notion de cadastre. Presque à la même époque d'ailleurs, on n'en a pas de traces du 2e millénaire, mais on en a du début du 1er millénaire, on a des papyrus égyptiens qui nous montrent comment étaient les champs, de manière à pouvoir les reconstituer après chaque crue du Nil. Là, c'est vraiment quasiment des actes de propriété, donc le mot cadastre, là, est tout à fait correct. Il y avait l'équivalent sur des tablettes babyloniennes, hein, toujours à la même époque. Donc, c'est une forme de mémoire externe qu'on peut transmettre, qu'on peut donner à quelqu'un d'autre et qu'on peut appeler effectivement une carte. Cela dit, on va se heurter là à un problème, c'est que si vous me posez des questions sur l'histoire ancienne, et c'est une histoire ancienne qui n'est peut-être pas si ancienne que ça, parce que c'est seulement à partir du XVIe siècle, en Europe, qu'on s'est mis à rassembler tout un ordre de techniques sous le nom de cartographie. Et rétrospectivement, dans un passé plus ancien, on va chercher des objets qu'on va appeler des cartes. Alors, je viens de vous donner un exemple de carte à très grande échelle. Alors, attention, comme disent les cartographes, c'est-à-dire de très petite distance, parce que c'est une fraction, le cadastre, c'est du 1/5000e, en gros, en France, le plus souvent, on voit du 1/2000e en milieu urbain, ce qui signifie que il n'a pas besoin d'être techniquement une carte, c'est-à-dire de tenir compte de la rotondité terrestre, il est simplement un plan. Bon, qu'on peut appeler une carte, qui est une forme de carte, mais une carte évidemment à très grande échelle, hein, pour les techniciens, à très petite échelle dans le langage courant. Un piège dont on se débarrasse tout début de l'entretien, mais qui est effectivement peut nous piéger. Donc, ces cartes à très grande échelle, elles étaient des outils techniques qui permettaient de s'approprier vraiment le territoire, localement. Il y avait aussi d'autres formes dont on a des traces qui sont des cartes d'itinéraire, c'est-à-dire pour aller d'un point à un autre. Et encore, il faudrait distinguer celles qui sont terrestres de celles qui sont maritimes. C'est pas tout à fait la même chose. Les cartes romaines, alors nous n'en avons plus. Il faut bien voir que, en gros, en dehors des petites bribes que je vous ai évoquées, nous n'avons plus de restes de cartes antiques. Nous avons pourtant cartographié, y compris l'Antiquité dite classique, hein, des Grecs et des Romains. On a des tas de descriptions. Mais ces cartes nous ont pu, pour certaines, nous être transmises par des copies médiévales.
Il y en a une qu'on appelle, qui est un grand rouleau, un volumen, hein, un grand rouleau qu'on recopié, qu'on appelle de Peutinger parce que c'est le nom de l'érudit du XVIe siècle qui l'a sauvé, et qui nous montre la copie d'une vision du monde romain, où on voit les points par lesquels on passait pour aller d'une ville à un camp romain, d'un camp à une autre ville, etc. Pour nous, c'est très difficile à lire. Mais dès qu'on se plonge dedans, on a toute l'Europe, on a la Méditerranée, et on va pratiquement jusqu'en Inde du Nord. C'est un outil, la table de Peutinger, c'est un outil absolument extraordinaire. Mais ça n'a rien à voir avec les petits cadastres dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Et puis, on a une troisième chose. Alors, on peut avoir aussi des itinéraires maritimes, mais là, les vraies traces que l'on a n'apparaissent pas avant le XIIe siècle. En Europe, parce qu'il n'y avait pas que le monde méditerranéen et européen. Mais on a un troisième domaine qui, lui, alors change totalement d'échelle, est à l'échelle la plus globale qui soit, donc à très petite échelle pour les cartographes, qui sont les visions du monde. Toutes les sociétés ont une cosmogonie. Cette cosmogonie organise le ciel, la terre, organise aussi l'histoire, hein, la création du monde. Nous avons la nôtre avec la Genèse biblique, par exemple. Et toutes ces cosmogonies nous donnent une vision du monde, permettent aux gens de vivre en se disant ici c'est comme ça, et puis dans telle ou telle direction c'est autre chose. Et ces cosmogonies, elles nous donnent éventuellement des formes visuelles, graphiques. Par exemple, le mandala, dans les populations de type hindouiste ou bouddhiste, c'est une vision du monde avec le mont Meru au centre, une organisation en partie du monde tout autour, alors qui n'est pas la nôtre, celle de l'Europe occidentale. La nôtre, elle est bien issue de l'Antiquité gréco-romaine, qui elle-même a emprunté aux Babyloniens, c'est la map-monde médiévale. Elle a emprunté aux Babyloniens parce qu'elle est inscrite dans ce qu'on appelle un O, qui est le mot océan. Les Grecs l'ont appelé du nom de l'aîné des Titans, Océanos. Mais ce O représente l'océan qui entoure toutes les terres habitées, ce que les Grecs appelaient l'écoumène, les terres habitées. Et si on a des représentations de ce type-là, babyloniennes, il y a une tablette babylonienne du 7e siècle avant notre ère qui est au British Museum et qui nous représente ce fameux O avec au centre une espèce de courbe qui est la Mésopotamie. Pour les Mésopotamiens, il y avait la mer d'en haut. Quand on remontait les vallées, on arrivait en Méditerranée. Puis la mer d'en bas, qui est pour nous le golfe arabo-persique. C'était le monde. Et il y a écrit d'ailleurs Babylone au milieu de la carte. Hein. Et puis au-delà, il y avait d'autres terres où n'habitaient pas les hommes et qu'on connaît un petit peu par l'histoire de Gilgamesh, un grand récit de la mythologie sumérienne, enfin de tout le monde mésopotamien. Et il a été dans ces continents qui étaient au-delà. Alors cette forme du haut a été transmise par les Grecs au monde latin. Et dans notre Moyen-Âge, on a repris cette forme et on l'a découpée en trois, en fonction de directions. C'était des directions au départ qu'on avait dans le monde antique. On le trouve chez Hérodote, par exemple, qui dit « ça n'a pas de sens, mais enfin bon, on parle comme ça, alors je vais le faire ». Et il y avait une direction qui était l'Asie, et une direction qui était l'Europe. Je dis bien des directions, ce n'était pas des découpages des parties du monde. En fait, à l'origine, Europe et Asie, qui ne sont pas des mots grecs d'ailleurs, mais des mots plutôt phéniciens, Asie voulant dire l'Orient, et Europe voulant dire l'Occident, le lever et le coucher du soleil, c'était les rives de la mer Égée. Il y a un tout petit monde, un tout petit monde qui s'est étendu, et on a utilisé ça pour désigner des grandes parties du monde. Et on a rajouté d'ailleurs au Moyen-Âge une troisième partie, au sud, cette fois-ci, que les pères de l'Église, en particulier l'un d'entre eux, Isidore de Séville, qui a été le Wikipédia de l'époque, hein, il a écrit toutes les sommes qui ont sauvé beaucoup de savoir antique, mais dans une lecture littérale de la Bible. Vous allez voir pourquoi. Il l'appelait Africa. Africa n'était pas un mot grec, lui, c'était un mot romain qui désignait la province romaine qui est actuellement la Tunisie, qui d'ailleurs en arabe s'appelle Ifriqiya, c'est le mot latin. Donc vous avez ce découpage du monde en trois que les pères de l'Église ont officialisé. Alors pourquoi en trois? Parce que l'humanité descendait des trois fils de Noé. Et que on peut, en interprétant la Genèse de la Bible, dire qu'ils sont partis dans trois directions différentes. Et à ce moment-là, on avait trois peuples, dont longtemps on a dit trois races d'ailleurs. Voilà, donc vous avez des visions du monde.
J'ai évoqué le mandala, j'évoque la mappemonde médiévale, mais si j'ai insisté sur la mappemonde médiévale, c'est parce que Europe, Afrique, Asie, ben on s'en sert toujours. Mmh. Et que c'est une vision religieuse au départ, qui ne correspond à rien de naturel, mais qui aujourd'hui a un sens, y compris d'ailleurs pour le mot africain en particulier, ou l'Europe évidemment, qui est extrêmement identitaire. Donc on voit que cette vision qu'on a de la carte aujourd'hui qui va être très pratique, très liée à des traits de côte, à des reliefs et cetera, en fait est assez nouvelle et que, pendant très, très longtemps, le plan ou ces plans-là n'avaient pas la même fonction. C'est-à-dire qu'il y a ça, comme vous dites, ça correspondait à une manière de se centrer dans le monde, une manière d'expliquer, pourquoi on est là, une manière d'imaginer ce qu'il y avait au-delà. Est-ce qu'il y avait malgré tout, par moments, des fonctions un peu, d'ordre pratique Bien qui sûr. apparaissaient? Bien sûr, mais sans aucun rapport avec les visions du monde que j'évoquais. C'est seulement au XVIe qu'on associe tout ça. D'accord. Un bon exemple de jeunesse de cartes pratiques, ce sont les cartes marines. Ça, il y a, je vais partir loin d'Europe j'aime bien raconter que les cartes dont on a des exemplaires qui sont du XVIIIe, XIXe siècle, hein, il faut pas imaginer qu'elles ont survécu longtemps, mais dont on a certainement eu un usage extrêmement ancien, ce sont celles des navigateurs du Pacifique. Et la Polynésie, donc, a été peuplée d'île en île depuis 2000 ans à peu près. Alors, les ancêtres des Polynésiens, ceux qui sont aujourd'hui les Indonésiens, les Mélanésiens, les Malais, les Philippins et les peuples aborigènes de Taïwan, et puis les Malgaches aussi, toutes ces populations, elles ont navigué, mais navigué très largement à vue. Pendant longtemps, on a navigué pratiquement sans carte, parce que c'est comme dans la mer Égée, si vous voulez. On avait besoin d'un savoir pour connaître les courants, pour connaître les vents, mais on pouvait quasiment naviguer d'île en île. La Méditerranée, c'est pas le cas partout, mais c'est très largement possible en général, soit de pratiquer le cabotage, soit d'aller prendre on va pas très haut en haute mer, très loin en haute mer. C'est le cas dans l'archipel malais, par exemple, ou le long du littoral, Taïwan, les Philippines, la Malaisie, ou en longeant les côtes, c'est facile avec les moussons, dans l'océan Indien. Ça a été possible ensuite vers l'Est, en la Mélanésie actuellement, mais aller à Tahiti, aller à l'île de Pâques, et puis, on le sait maintenant, aller jusqu'en Amérique d'ailleurs, hein, pour les Polynésiens, c'était notre paire de manches. Ouais, et notre paire de rames, je devrais plutôt dire. Donc, vous avez là quelque chose qui a nécessité des savoirs marins absolument considérables. Et ces savoirs marins, ils ont été progressivement acquis par des gens qui ont, pendant des millénaires, appris l'océan. Donc, les navigateurs, ils avaient des cartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans leur tête. Les maîtres des pirogues, ils étaient capables de suivre un courant sur des milliers de kilomètres. Ils connaissaient les vents, ils se repéraient la nuit aux étoiles. Et la carte du ciel permet de comprendre la carte de la Terre, il faudra y revenir. Mais vous aviez là des gens qui ensuite ont pu, essentiellement pour l'enseigner, c'était moins pour l'emmener sur la pirogue, parce qu'ils savaient, ils avaient leur tête, mais pour l'enseigner à de plus jeunes, à de futurs maîtres de navigation, ils avaient ce qu'on appelle des stick charts en anglais, des cartes en bâtonnets, qui sont des bâtonnets attachés, avec des petits éléments de liane, et puis on y attache aussi des petits coquillages ou des petits cailloux qui représentent des îles ou des étoiles. Il peut y avoir les deux. Donc vous avez des cartes qui permettent de naviguer, qui permettent d'apprendre la navigation. Bien, on a eu la même chose en Méditerranée, mais assez tardivement, je dirais à la fin du XIIe siècle, c'est ce qu'on appelle, dans un langage que les spécialistes n'aiment pas, mais qui est plus connu, les portulans. Et les portulans c'est des cartes que tout le monde a vues à un moment ou un autre, parce qu'il y a plein de traits dans tous les sens à partir de Rose des Vents. Ce treillage, on l'appelle le marteloir, il est fait de ce qui permet de suivre la logique des rhombes, c'est-à-dire de prendre un cap. Ce qui comptait pour un capitaine ou pour un pilote, c'était de savoir quand il quittait un port, où il allait, s'il prenait une bonne direction. Cette direction, il n'a vraiment pu la suivre qu'à partir de la fin du XIIe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où la boussole,
est apparue en Méditerranée. Donc là, on a vu fleurir une cartographie, mais qui était d'abord cette cartographie orale puis écrite que j'évoquais, c'est-à-dire qui n'était pas une image, qui n'était pas une carte. C'était des textes. Les premiers portulans, c'est des livres. Vous avez éventuellement un dessin de la côte où vous voyez les rochers, les montagnes, voire les forêts qui nous servent de point de repère, les amers. Vous avez les anses, les havres, mais aussi les récifs, les caps, qui peuvent être dangereux. Donc, vous avez toutes ces indications. Et puis, au bout d'un certain temps, fin 12e, 13e, on les a mis sur des dessins. On a fait des cartes. Et on a pu mesurer un peu mieux les distances. On a pu mesurer la latitude. La longitude, c'est plus compliqué. Et à partir de là, on a dessiné des portulans. Certains étaient techniques, étaient emmenés sur les bateaux. Alors ceux-là, en général, on les a plus parce qu'ils étaient striés, ils s'abîmaient, même s'ils étaient sur parchemin. Mais on en a fait aussi pour apprendre, comme nos cartes des Polynésiens, et pour démontrer notre richesse et notre puissance. Autre aspect de la carte sur laquelle, bien sûr, on reviendra, qui est de montrer que l'on maîtrise un territoire. Donc les grands marchands, les empires qui ont des ambitions un peu thalassocratiques de pouvoir maritime, elles avaient montré ces cartes. Et on en a fait jusqu'au XVIIIe siècle, hein, des portulans. Et on en a de très très belles, en particulier la BNF en France. C'est difficile d'imaginer comment on peut se représenter le monde sans les cartes qu'on connaît aujourd'hui, en fait, sans cette idée d'échelle, sans cette idée de d'être capable de presque d'avoir un GPS, d'avoir des routes, de savoir exactement où situer les choses. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est presque quotidiennement en contact avec des cartes via nos smartphones. On pourrait revenir aussi sur ce que ça veut dire, mais de se dire que finalement, il y a une autre représentation de la réalité qui se joue quand on n'a pas une carte telle que j'en ai derrière moi, une carte qu'on a tous en tête, mais qu'on a des représentations avec des des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire ou l'idée que au-delà de ça finalement il y a un inconnu et que finalement on connaît très très peu de choses du monde. Et c'est difficile d'imaginer aussi à quel point ça a été structurant dans la société, le fait qu'en fait il n'y ait pas de représentation objective du monde et que tout dépende des histoires qu'on se raconte, de ce qui va nous être transmis oralement, etc. Est-ce que vous avez des exemples peut-être encore plus parlants de comment une société, une grande civilisation comme l'Égypte ou comme la civilisation chinoise a, euh, a réussi à maîtriser son territoire, a réussi à s'unir sans avoir ces outils-là qui aujourd'hui nous paraissent presque indispensables en fait. Je crois qu'aucune société n'était sans ces outils. Elles avaient toutes ces outils. Elles les D'accord. avaient pas forcément sous une forme que nous on identifie, mais elles les avaient. Et simplement, elles n'avaient pas les mêmes intérêts. Alors Ça, c'est pas la justement, même je vais chose. peut-être aussi reformuler la question, c'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir un outil différent d'une civilisation à une autre, puisque vous dites qu'il y a plein de manières de représenter le monde, va fondamentalement façonner les sociétés et explique aussi des différences profondes dans leur manière de gérer un territoire qu'on a pu observer. Alors, je vais prendre un exemple parce qu'il est énorme et qu'il a encore d'énormes, que c'est dans l'avenir, dans notre 21e siècle, il aura de grosses conséquences politiques. C'est carte et vision du monde chinoise. Les Chinois, techniquement, ont été de grands cartographes. Il y a une cartographie au IIe siècle de notre ère qui est tout à fait équivalente de Ptolémée. Et c'est synchronique. Il y a exactement Pen Qiu, qui est un grand, que on peut considérer un peu comme le fondateur, le grand-père de la cartographie chinoise, est l'exact contemporain chronologique de Ptolémée au IIe siècle de notre ère. Donc les Chinois maîtrisaient des techniques cartographiques et étaient par ailleurs, faut pas oublier que l'empereur est le fils du ciel, étaient aussi de grands connaisseurs astronomiques. Et les deux vont ensemble. Parce que pour construire une connaissance savante de la surface de la Terre, il a fallu maîtriser une bonne connaissance du ciel et réciproquement, d'ailleurs.
On projette dans le ciel des inventions grecques que sont l'équateur, les tropiques, les cercles polaires. Donc, il y a un équateur céleste, il y a des pôles célestes. Enfin, d'ailleurs, les pôles sont définis par la vision qu'on avait du ciel. Donc, les Chinois étaient incontestablement techniquement très bons. Mais en même temps, l'Empire du Milieu se considère comme un monde à lui-même, qui est le monde le plus élevé, le plus parfait qui soit, même s'il a des ennemis. Et tout autour, vous avez un monde barbare. Alors, certes, dit à ce degré de simplification, c'est pas très original. La plupart des sociétés pensent qu'il y a un nous qui est plutôt bien, et puis les autres qui sont plutôt moins bien. La Chine l'a poussé très très loin avec des degrés de ce qu'ils appellent la cuisson, c'est-à-dire que plus on est cuit, plus on est chinois. C'est le cru et le cuit de Lévi-Strauss pratiquement. Et si on va vers les barbares, il y a des barbares qui sont cuits mais ils sont pas encore tout à fait transformés en chinois. Et puis il y a des barbares crus comme vous et moi, et eux ils sont appelés à devenir cuits un jour. Hein. C'est vraiment la vision du monde. À partir de là, ce qui est important, c'est la maîtrise technique, le contrôle du territoire effectif de la Chine, ce qu'on appelle souvent en histoire les 18 provinces. Donc la Chine centrale, sans le Tibet, sans l'Asie centrale, enfin vous voyez, sans la Mongolie extérieure, vous avez un monde qui est vraiment le monde chinois à proprement parler, qui s'est construit très lentement, qui est une vraie nation. Et ce monde, les Chinois le cartographient techniquement depuis notre Antiquité, enfin, depuis le IIe siècle, et on a des cartographies chinoises de l'équivalent de notre Moyen-Âge, hein, du XIe, XIIe siècle, qui sont extrêmement bonnes, et elles sont techniquement des mercators. C'est-à-dire que les méridiens et les parallèles se croisent à angle droit. Les Chinois mesuraient très bien la latitude, ils avaient, comme tout le monde, jusqu'au XVIIIe siècle, des problèmes avec la longitude, mais en gros, ils s'en sortaient bien. Et il y a une cartographie qui, de ce fait, nous permet, si on prend ces cartes du XIIe siècle, il y en a une qui est très célèbre parce qu'elle est gravée sur un rocher, donc c'était fait exprès pour qu'on puisse la recopier en frottant un papier, puisque les Chinois sont aussi l'inventeur du papier, en frottant un papier sur le rocher. Donc, où on peut lire aujourd'hui tout à fait la Chine. Comme si vous avez un peu en tête le tracé du Yangtze et des Huanghe, les deux grands fleuves, vous les retrouvez parfaitement et très bien. Aucune carte à l'époque, dans aucune autre société, y compris bien sûr les mondes occidentaux, le monde arabe et le monde latin, chrétien, ne pouvait avoir une cartographie d'une telle qualité. Une cartographie des territoires, précisément. À cette échelle, ça fait quand même 2000 kilomètres de distance nord-sud et est-ouest. Donc, mais ça les intéressait parce qu'il s'agissait de maîtriser le territoire, de contrôler. Donc là, on a vraiment un empire centralisé. Au-delà, c'était beaucoup moins intéressant. Mais c'est pour ça que c'est une Mercator. Parce que la Mercator déforme l'au-delà. L'au-delà vers le nord, vers le sud. Hein. Mais donc, quand les jésuites, fin 16e, début 17e, proposent des techniques cartographiques européennes, les Chinois regardent, trouvent ça intéressant, disent bon, on connaît un peu parce qu'ils leur sortent des globes terrestres que les jésuites avaient apportés. Ils disent nous on a les mêmes, c'est pas nous qui les faisons, ça vient de l'Occident. Alors c'était la Perse, en l'occurrence l'Occident. Mais parce que la cartographie du monde arabo-musulman était la même que la cartographie européenne. Mais ça les intéresse pas parce que c'est une cartographie qui est très utile pour la navigation. Mais c'est pas une cartographie de navigation qui intéresse les Chinois. Ils cherchent pas, à l'époque, à maîtriser les routes maritimes mondiales. Ce qu'ils veulent, c'est maîtriser le territoire et l'agrandir progressivement. Donc, vous avez un rapport entre quelque chose qui est une vision du monde, une géopolitique, une technique cartographique. Évidemment, si vous voyez une carte avec cette Chine au milieu bien maîtrisée et puis le reste tout autour, évidemment, ça renforce la vision du monde, vous savez. Donc, on est typiquement dans ce genre. J'ai pris la Chine, l'Égypte antique, même si je pourrais moins de précis sur le plan technique, parce que l'Égypte antique avait peu de problèmes. C'était un monde linéaire sur la vallée du Nil. Avait des techniques qui elles-mêmes représentaient une vision du monde que l'on pouvait avoir. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait généraliser. Il se trouve que l'une d'entre elles, cette vision du monde, ces techniques, c'est celle que les Européens ont fait et ils l'ont en fait achevé au XVIe siècle. Ensuite, on l'a développé, bien sûr, mais les bases se sont mises au moment où ils ont construit le monde. On va parler de ce moment, en fait, de ce passage de
de cartes plus ou moins symboliques à des cartes pratiques, des cartes instrumentales, qui marquent une rupture majeure dans la capacité aussi d'aller explorer le monde, dans la capacité d'exploiter un territoire, et puis certainement aussi dans les schémas mentaux, dans les représentations qu'on a de soi-même et des autres. À quel moment ça se passe? Ou là, on en avait déjà un petit peu parlé, ce passage de cartes aussi sacrées ou on va dire symboliques à des cartes plus pratiques, et pourquoi ça se fait? Et comment, le fait de les faire va alimenter cette dynamique, en fait, ce changement d'époque et ce changement de vision du territoire et aussi de soi-même sur un territoire? La réponse pourquoi n'est pas la question pourquoi est difficile. En tout cas, on peut en faire le récit déjà. Il se trouve que, à la fin fin du XIVe, début du XVe siècle, aux 2 bouts de l'ancien monde, il y a des sociétés qui se mettent à l'eau, qui se mettent à naviguer relativement loin. Il y en a une qui va le faire pendant très peu de temps, c'est la Chine. Entre 1405 et 1432, oui, c'est peu de temps, il y a eu 7 grandes expéditions menées par le même, alors on l'appelle l'amiral, mais il n'était pas marin au départ, mais enfin peu importe, Cheng He, et les Chinois ont été jusqu'en Afrique. Alors, ils ont inventé aucune route nouvelle, mais ils ont repris les routes de l'océan Indien qui sont très anciennes et qui sont rythmées par les moussons. Mais ils auraient pu effectivement se projeter en Afrique. Il y avait près de 30 000 hommes dans ces expéditions. Ils avaient des troupes, des soldats en quantité. Ils auraient très bien pu créer, comme les Européens l'ont fait plus tard et avec beaucoup plus de moyens, des colonies en Afrique. Au moment, ils ont conquis Ceylan, puis ça les a pas intéressés. Hein. De même qu'ils connaissaient via les Japonais l'Alaska. Hein. Ils auraient très bien pu construire une espèce de grand empire colonial. Ça ne les a pas intéressés. Aujourd'hui, ils l'utilisent diplomatiquement, d'ailleurs, cette attitude. En fait, je l'ai évoqué la raison précédemment, en ayant un monde centré sur la Chine, qui elle-même a constamment des rapports avec les peuples des steppes qui sont compliqués, la Grande Muraille, eh bien, ces expéditions maritimes, c'est une diversion qui ne les intéresse pas vraiment. Et au fond, ils méprisent plutôt toutes ces populations. Donc ils ont des curiosités, ils ramènent des girafes par exemple, mais ça ne va pas plus loin. Au même moment, les Européens, eux, se mettent à l'eau. Ils vont pas loin. Ils cherchent des petites îles, ils vont aller aux Açores, à Madère, aux Canaries. On connaissait un peu ces îles, mais il y avait personne. Enfin, si aux Canaries, il y avait du monde qu'ils ont d'ailleurs éliminé. Mais ailleurs, il y avait personne. Donc, ils se sont emparés de ces îles. Mais les Européens vont continuer. Parce que ce que je vous décris, c'est la conquête de ces îles, c'est l'antichambre de la traversée de l'Atlantique, qui est à la fin du XVe cette fois-ci. Donc, vous avez un moment où des sociétés se mettent à l'eau. Alors là, on peut le comprendre si on remonte un siècle et demi avant, c'est-à-dire à l'Empire mongol. Vous avez constamment dans l'Ancien Monde des sociétés d'éleveurs qui sont devenus à la fois des peuples qui étaient souvent envahisseurs quand ils le pouvaient, donc les nomades que redoutaient les sédentaires, les paysans, mais qui étaient aussi, et d'abord, le plus souvent, des caravaniers qui faisaient le lien entre ces sociétés. Et puis, de temps en temps, quand les peuples sédentaires, qui étaient plus nombreux, en particulier la Chine, s'affaiblissaient, ces nomades pouvaient construire des grands empires cavaliers. Alors c'est le cas en particulier à la fin du XIIe et jusqu'au début du XIVe siècle avec l'empire des Gengis Khanides, de Gengis Khan et ses successeurs, et ils ont fait exploser les échanges commerciaux. La circulation s'est faite dans tous les sens. Un bel exemple qu'on connaît de notre point de vue, très subjectif, parce que c'est un occidental, c'est Marco Polo. Mais il n'y a pas que lui, dans tous les sens. Ça a été économiquement une mondialisation, à une échelle restreinte, celle de l'Ancien Monde, mais enfin c'était quand même 75% des humains, hein, et ça l'est toujours d'ailleurs dans le même espace. Ça a été une explosion économique. D'abord, c'est ce qu'en Europe on appelle le beau XIIIe siècle, le temps des cathédrales. Remarquez que ça coïncide avec les cartes marines du développement du commerce en Méditerranée que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça a très bien marché en Chine aussi, qui a été d'ailleurs conquise par les Mongols. Mais au XIVe, cet même espace d'échange, ça a été celui de la peste noire.
peu de temps, en même temps que circulent les biens, les richesses, les voyageurs, les religions, les croyances, les techniques, c'est l'acquisition du papier, l'acquisition surtout de la poudre à canon, on a vu la boussole. Ces diffusions techniques, cette mondialisation économique, eh bien, c'est en même temps une pandémie, un bassin épidémiologique qui se crée. C'est le sida, si vous voulez, ou le Covid pour parler de mondialisation contemporaine. Là, c'est la peste noire. Donc après, il y a eu une période de pagaille épouvantable, de crise démographique, et c'est seulement fin 14e, début 15e que les sociétés renouent les liens. D'où ces développements maritimes. En Europe, ça s'est traduit par le manque de ce qu'on pouvait plus procurer, bon, on s'est jamais procuré facilement, mais des biens qui étaient chers, qui venaient de loin, mais qu'on pouvait se procurer si on en avait les moyens, qu'on appelait les épices. Entre autres, le sucre est un élément important. Et les Européens ne pouvaient pas le produire chez eux. Ce qui se trouve qu'ils étaient une région tropicale. Ils étaient une région purement tempérée. Ils n'avaient pas accès aux cultures tropicales. En Europe, il y a de l'hiver. Donc pas de sucre. Pas d'autres épices, mais surtout pas. Donc ils ont cherché des lieux pour le cultiver. D'où nos îles de l'Atlantique, qui sont soumises au début des alizés et qui n'ont pas vraiment d'hiver. Et puis, ils ont cherché à aller plus loin, et c'est ce qui les a intéressés. Ce qui les a intéressés pendant longtemps, c'est l'Amérique tropicale. C'était pour le reste, ça n'avait pas d'intérêt. Et pour ça, à partir du moment où on se projette outre-mer, il a fallu maîtriser ces techniques de navigation. Et nos portulans, qui étaient des outils techniques, mentaux, livresques, et surtout de plus en plus cartographiques, qui servaient à naviguer, et qui permettaient de naviguer en Méditerranée, puis en mer du Nord, dans l'Atlantique proche, finalement, c'est devenu des planisphères. Donc au XVIe siècle, on a représenté non plus un monde mythique, mais un monde qui était de plus en plus techniquement correct. Les cartes se mettaient à ressembler de plus en plus à la vision qu'aujourd'hui on a de la Terre, y compris surtout par satellite, où l'Afrique, l'Amérique, l'océan Indien ressemblent l'océan Indien, alors que si on regarde une carte médiévale, évidemment, ça ressemble pas du tout à ça. C'est totalement imaginaire et on ne sait même pas que ça existe. On n'a aucune idée de l'océan Pacifique, par exemple, ni de l'Amérique. Donc c'est cette volonté d'exploration, d'aller au-delà des frontières qui pousse à l'établissement de nouvelles cartes. Oui, la technique cartographique commence avec la redécouverte de Ptolémée. Ça, c'est au XVe siècle, ce qu'on appelle la révolution ptoléméenne. Ça, c'est aussi important si on pense à l'astronomie que si on pense à la cartographie terrestre. Il ne faut pas oublier que les cartes sont tout aussi célestes que terrestres. Mon dernier atlas publié est un atlas historique du ciel. Et c'est plein de cartes célestes. Donc, il faut effectivement penser les deux simultanément, même si aujourd'hui on a tendance à disjoindre, parce qu'on sait combien le ciel est infini. On peut peut-être, on a cité Ptolémée plusieurs fois, mais sans vraiment décrire l'importance de son travail et à quel point il a structuré la vision du monde européenne, en tout cas la vision géographique du monde. Et on peut parler de ce moment où tout ça explose en fait. Oui, alors Ptolémée est un personnage symbolique intéressant parce que c'est lui qui concentre, qui synthétise les grands savoirs antiques dans le domaine qui nous intéresse, qui est celui de la géographie et de l'astronomie. Il est issu de 2000 ans de réflexion intellectuelle parce qu'il faut aller bien en amont des Grecs, via les Égyptiens aussi souvent, il faut aller en Mésopotamie. C'est de la Mésopotamie que nous viennent les connaissances astronomiques qui vont permettre des connaissances cartographiques et géographiques. Les tables, c'était des grands passionnés d'astrologie, et les tables qu'ils ont établies, d'éclipses, etc., vont permettre de comprendre, sur des siècles et des siècles, et qui vont transmettre aux Grecs après la conquête d'Alexandre, vont permettre de construire des grands raisonnements astronomiques et cartographiques. Les Grecs, eux, avaient un apport particulier qui était les mathématiques et la géométrie. Ils avaient beaucoup poussé la réflexion géométrique depuis Pythagore. Et donc, on a eu une coalescence, une conjonction des connaissances des Mésopotamiens, qui nous ont entre autres laissé les 380 degrés, les 60 minutes, les 60 secondes, enfin de tout le système sexagésimal, qui est toujours le nôtre. Et les Grecs, eux, en ont construit à la fois une vision du ciel. Il y a un mot grec qu'on connaît qui est le zodiaque, le chemin des animaux.
mais qui est en fait une invention mésopotamienne. Et donc, quand chaque fois qu'on prend son signe astrologique, et on se situe dans une ligne. Donc, vous avez tout ce savoir, et progressivement, il y a eu une connaissance. Ils ont permis de démontrer que la Terre était ronde, ce qui n'était pas une évidence, évidemment. Ils ont même pu aller jusqu'à la calculer. Donc, s'il y a un nom à citer avant Ptolémée, c'est Ératosthène. Ératosthène, qui lui est du IIIe siècle avant notre ère, donc 5 siècles avant Ptolémée, il a été un des directeurs de la bibliothèque d'Alexandrie, donc il est héritier de tous les savoirs que j'ai évoqués précédemment, et c'est lui qui non seulement a été un grand astronome, mais a été celui qui a calculé la taille de la Terre, la circonférence de la Terre pour la première fois. Il avait repéré que au sud de l'Égypte, dans un lieu qu'on appelait Syène dans l'Antiquité, qui est Assouan aujourd'hui, presque aujourd'hui, enfin il y a 3 jours, le 21 juin, le soleil arrivait au fond des puits. C'est-à-dire qu'il était exactement vertical. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils ont inventé la notion de tropique. Au-delà, ça ne marchait pas. Et donc, à Alexandrie, le 21 juin, à midi, eh bien, il y avait une ombre au bâton. En plantant un bâton, il y avait une petite ombre qu'on pouvait mesurer. Et si on faisait un bon rapport de trigonométrie entre cette distance et la distance entre Alexandrie et Syène, on pouvait avoir une idée de la courbure de la Terre et donc mesurer sa taille. Et il l'a fait faire. Il a fait mesurer la distance, ça c'est le plus compliqué, c'était beaucoup plus que mesurer l'ombre du bâton. Et on ne sait pas très bien comment il s'y est pris, mais il s'est pas trompé. Les erreurs se sont un petit peu compensées et il a dit 40 000 kilomètres. Enfin, il l'a dit en stade puisqu'il était grec, mais c'était l'équivalent de 40 000 kilomètres. Donc Ératosthène, et Ptolémée, qui va lui succéder 5 siècles plus tard, qui travaille également à Alexandrie, qui était vraiment le grand lieu intellectuel de l'époque, eh bien, Ptolémée va beaucoup écrire, beaucoup travailler et synthétiser les connaissances, mais entre autres dans 2 livres qui vont être constamment traduits, donc on ne les a pas perdus, l'un étant l'Almageste, c'est-à-dire le ciel, et l'autre étant la géographie. Et donc, il a fait des cartes qui ont disparu, mais ces livres nous en donnent la description. Et donc, on a entre autres des tables de localisation de lieux en coordonnées, le parallèle et méridien, et qui ont ensuite pu servir. Dans l'Antiquité médiévale, certains de ces textes ont pu survivre dans les bibliothèques médiévales, mais on ne s'y est pas intéressé. On s'intéressait aux visions religieuses que j'ai évoquées, ou bien des techniciens faisaient des portulans. Ce sont dans le monde byzantin et surtout dans le monde arabe que l'on a traduit et protégé Ptolémée. Et c'est au fin 14e, début 15e, quand les Européens commencent à se poser des questions sur le monde, des questions techniques, qui vont, grâce à la retraduction de ces textes, redécouvrir Ptolémée. C'est pour ça qu'on parle d'une révolution ptoléméenne. C'est très important dans l'histoire de l'astronomie, mais c'est tout aussi important, bien sûr, dans l'histoire de la cartographie. Parce que là, on s'est mis à avoir une technique savante liée à la courbure de la Terre, aux possibilités de construire des projections, puisque Ptolémée s'était posé la question des projections. Il y a différents types de projections qu'il avait proposées. On avait peut-être en tête ce qu'on appelle les mapmondes en manteau, qui sont ces espèces de courbes qui donnent le monde habité sous un élément un peu courbe, parce qu'il tient compte de la courbure terrestre. Donc, on est parti de Ptolémée au XVIe siècle. Alors, on peut faire une bifurcation sur les projections. Parce que je ne sais pas si beaucoup de gens sont familiers avec ça, mais le fait est qu'il y a plein de manières de représenter en 2 dimensions, on va dire, sur une carte plate, un même territoire. Et que la manière dont on le représente, la manière dont on projette ce territoire sur 2 dimensions n'est pas anodine et va conditionner la manière dont on se le représente, y compris aussi la manière dont, quelles informations on va décider d'y mettre. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais est-ce qu'on peut parler de ces projections et peut-être prendre l'exemple de la fameuse projection de Mercator, qui est sans doute la plus connue, que j'ai derrière moi, pour que vous nous l'expliquiez et pour que vous nous disiez d'où elle vient, à quoi elle ressemble et pourquoi elle a été inventée d'abord. Alors, d'abord, la première chose, c'est de se dire qu'un planisphère est toujours partiellement faux. Il ne peut pas être juste.
La seule représentation du globe est une représentation à l'échelle, c'est-à-dire un globe à 3 dimensions. Éventuellement, on peut le faire à 2 dimensions à condition de le faire tourner, donc c'est Google Earth, hein, si vous voulez. Là, on est dans quelque chose, je pense qu'on pourra sans doute bientôt faire des hologrammes, qui seront tout à fait des cartes qui seront beaucoup plus justes. Mais du moment que vous passez à plat, donc vous mettez la sphère à plat, planisphère, eh bien, vous trichez. Nécessairement, il y a des erreurs. La première erreur, avant même de prononcer le mot projection, la première erreur, c'est qu'il y a des bords. Si vous prenez un planisphère en géométrie plane, il y a des bords. Donc, de ce fait, vous induisez ce message subliminal, comme pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Premier, c'est s'il y a des bords, c'est qu'il y a un centre, et puis qu'il y a des bouts du monde. Et ça, c'est certainement l'un des messages les plus importants, quelle que soit la projection que vous utilisez, qui va être présente. Il y a une passion française, cartographique, qui consiste à montrer que la France est au centre des terres émergées. Même l'IGN est régulièrement sollicité, ça a été le cas à la fin des années, au cours des années 1990 encore, pour demander de calculer le centre des terres émergées. Et on peut, c'est pas totalement absurde, on peut prendre 2 hémisphères et dire, dans un des hémisphères, on n'est pas obligé de les centrer sur un pôle, hein, on peut prendre n'importe quel, on peut découper le globe comme on veut, on peut en prendre un où il y a le maximum de terres émergées, et il y a où il y a le minimum de terres émergées, le maximum d'océans. Si vous prenez le maximum de terres émergées, à ce moment-là, vous pouvez calculer une centralité. Si vous faites ce calcul, l'IGN fait ça très bien, vous aboutissez dans l'estuaire de la Loire. Alors, autant vous dire que je pense au calcul qui avait été refait dans les années 90, ça a été un énorme succès à la une de Ouest France. Et on est le centre du monde. Bon, c'est purement formel. Mais vous voyez qu'on peut s'amuser de ce point de vue-là, simple que quand vous prenez des manuels scolaires français, et d'ailleurs anglais, allemand, suisse, je ne sais pas, enfin d'Europe occidentale, à la fin du 19e siècle, en grand moment de nationalisme, vous avez des planisphères où on vous montre que la France est à presque égale distance du Kamtchatka, de l'Alaska, de la Terre de Feu et de la Nouvelle-Zélande. Et vous dites, ben voyez, on est au centre. On est au centre. Donc, la France, c'est le plus beau pays du monde, mais c'est normal. C'est le cœur de la civilisation. C'est là où tout se passe, puisque c'est le centre. Vous voyez, donc, et je crois, dans les manuels, j'ai une petite collection, dans les manuels d'école élémentaire, on nous montre ce genre de choses. On nous montre d'ailleurs aussi, souvent sur la même page, la perfection du territoire français avec l'hexagone, qui est une invention graphique, cartographique, de la fin du 19e siècle, que la France est parfaite, c'est un hexagone, puisqu'elle est au milieu. Et ça, il faut des cartes qui font preuve. Donc là, on touche à un point essentiel que la projection va nous permettre éventuellement de manipuler, qui est le fait que la carte a un effet de vérité, que n'a pas le texte, ni même la photo, et surtout pas le tableau statistique. Hein. Mais la carte, ah oui, ça c'est comme ce que l'on voit, c'est vrai. Nous aussi, on est l'empire du milieu de Zhang Guo. Les rares sont les sociétés qui se pensent pas au milieu. Alors si, quand ils ont un gros milieu à côté d'eux, le Japon est le pays du soleil levant parce qu'il y a la Chine à côté et qu'ils sont à l'est. Hein. Mais les projections, de ce fait, peuvent ensuite être des manipulations très techniques, mais qui vont nous donner des visions différentes. Alors, pour ça, avant d'évoquer les aspects techniques, on n'ira pas loin, hein, parce que c'est des questions mathématiques complexes, hein, simplement de dire que l'image que l'on a, et qui reste encore très nettement dominante, du nord en haut, du méridien de Greenwich au milieu, de l'équateur au milieu, etc., c'est quelque chose qui, quand même, s'est mis à mal, à bouger depuis une quarantaine d'années, depuis 1980, je dirais. C'est-à-dire depuis qu'on emploie le mot mondialisation. C'est-à-dire qu'on s'est mis à se penser mondial et non plus centré sur nous avec à côté. Ce qui fait que ça a changé les choses. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est le moment où les planisphères qui étaient derrière, comme pour vous, derrière les présentateurs des journaux télévisés, se sont mis à changer. Si vous prenez les années 60, vous avez en noir et blanc, bien sûr, des planisphères Mercator, centrés sur la France, parfait.
la fin, l'époque de Gaulle. Et puis, mais ça vient de loin. Mais si vous prenez 1980, vous avez vous avez des projections qu'on appelle de Peters. Vous savez, où l'Afrique apparaît très étirée, l'Amérique latine très étirée, et puis la Russie ou le Canada complètement écrasé, parce que c'est des Mercator, mais corrigés. Et puis après, vous avez des globes qui tournent. Bon, aujourd'hui, il y a même souvent plus de cartes, hein, mais enfin, c'est... Voilà. Mais on s'est mis à bouger. Donc, on s'est mis à voir que on pouvait voir le monde autrement et qu'il y avait des techniques de projection variées. Excusez-moi. Non, et pour revenir sur Mercator, alors pourquoi? Parce qu'on comprend pas. Je m'étais amusé à partager ça aussi à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. On n'a pas forcément connaissance, parce que tout simplement on ne l'a pas appris, que ces cartes-là sont absolument fausses, notamment sur la taille des pays. Parce que inévitablement, en fait, ça déforme, parce qu'il faut que les lignes soient droites. Si j'ai bien compris, c'est pour des soucis de navigation. Donc, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour nous dire, ok, pourquoi cette carte a été faite, pourquoi elle est extrêmement pratique, mais aussi euh, qu'est-ce qu'elle implique en termes de déformation de notre vision du monde, notamment en tant qu'Européens. Voilà, alors je voudrais vous contredire sur un adverbe Allez-y. absolument. Absolument. Elles ne sont pas absolument fausses. Car si les Mercator nous donnent des tailles fausses, ça je suis d'accord, elles ne nous donnent pas des formes fausses. Oui. Et si vous avez des planisphères avec des tailles justes, vous avez des formes fausses. Par exemple, si vous le centrez sur le méridien de Greenwich, vous verrez que au-delà de 150 degrés de longitude, vous avez la Terre qui devient toute courbe, et puis les pays deviennent tout tordus, quoi. Le Japon est vraiment bizarre, hein, parce que il est près de 180 degrés. Donc vous pouvez pas tout avoir. Un planisphère, il peut être faux sur certains aspects, et en gros, c'est l'opposition taille-forme pour l'essentiel. Alors, il y a une solution, c'est de ne pas le faire un planisphère continu. Vous pouvez faire un planisphère discontinu, la projection qu'on appelle dimaction, par exemple, c'est un jeu de triangles que vous pouvez assembler de manière différente. Vous pouvez même reconstituer le globe, d'ailleurs, avec, donc c'est pas mal. Mais en même temps, c'est éclaté. Donc, si vous avez... c'est d'ailleurs si vous avez l'Amérique et puis l'Afrique qui sont très très loin l'une de l'autre, on voit pas du tout la distance relativement restreinte de l'Atlantique Sud, par exemple. Donc, de toute façon, vous y perdrez quelque chose, parce que c'est à plat. Alors, pourquoi c'est Mercator qui a triomphé des autres? D'abord, c'était pas tout à fait gagné, puisqu'on voit qu'au début du XVIe, on part de Ptolémée, qui est pas une projection un peu différente, hein, qui tient compte justement plus de la rotondité, mais nous fait c'est une carte en courbe qui a une autre différence. Et pendant toute la première moitié du XVIe siècle, il y a une floraison de cartes extrêmement variées et différentes. C'est très intéressant. En particulier, il y a une carte qu'on voit très souvent qu'on appelle cordiforme, ce qui est joli, ça veut dire qu'elle est en forme de cœur, qui déforme beaucoup les côtés, qui est très centrée, qui a tout à fait les défauts que j'évoquais précédemment, mais qui n'a pas les défauts de la Mercator. C'est le cas, par exemple, de la carte de Waldesy-Müller de 1507, qui est peut-être la carte la plus célèbre de toute l'histoire, puisque c'est celle où apparaît le mot America. On invente, d'ailleurs, Waldesy-Müller qui le fait, le mot America. Pour ça qu'aujourd'hui, il y a chaque année un festival de géographie à Saint-Dié-des-Vosges, parce que ça s'est fait à Saint-Dié-des-Vosges, cette histoire. Bon, c'est anecdotique. Mais il y a une floraison de type cartographique au XVIe siècle, parce que c'est pas encore tout à fait adapté, et puis que tous les techniciens se mettent à inventer des projections différentes. Et puis, à la fin du XVIe, il y a on peut appeler une école, enfin, il y a un groupe de cartographes flamands, donc quelque part entre Anvers et Amsterdam, dans les différentes villes, qui vont se mettre à vraiment cartographier d'une certaine manière, et en particulier en utilisant le fait que sur le globe terrestre, les parallèles et les méridiens qu'on imagine, sont évidemment des lignes imaginaires, sauf dans quelques bandes dessinées, les parallèles et les méridiens se coupent à angle droit. Sauf que quand on est à angle droit sur une sphère, certaines parallèles ne le sont pas, puisqu'elles se rejoignent au pôle, ce qu'on appelle les méridiens, et que sur une surface plane, si vos méridiens sont parallèles entre eux, ils se rejoignent à l'infini, et donc les pôles sont à l'infini. Et que donc on ne peut pas représenter véritablement la surface de la Terre. Mais, comme vous l'avez évoqué, les Flamands étaient en train de devenir les maîtres des mers du monde,
ça sera la domination hollandaise du XVIIe siècle, et que ce sont d'abord et avant tout des marins, et que ce qui compte pour un marin, c'est le cap, c'est-à-dire les angles. Donc, il faut des cartes où les angles sont justes. Donc, les cartes marines sont des mercateurs. Et de ce fait, quand ils construisent un planisphère, ils font une carte telle que l'un de ces cartographes, qui s'appelle Gerhard Mercator, a inventé, même si, en fait, on lui prête un peu plus qu'il ne l'a fait, puisqu'il fallait un certain nombre, pour faire techniquement une vraie Mercator, il fallait un certain nombre d'instruments mathématiques qui n'apparaîtront qu'à la fin du XVIIe siècle. Mais il a fait des approximations qui font qu'en gros, c'est ça. Sauf que si vous voyez la vraie Mercator d'origine, vous n'y comprenez pas grand-chose. Hein, mais c'est autre chose. Voilà. Mais cette cartographie va se généraliser, et au fond, cette vision du monde qu'elle rejette, puisqu'ils vont reprendre la vision du monde héritée du Moyen-Âge, Amérique, au fond, l'invention de l'Amérique ne fait que conforter Europe, Afrique, Asie. Hein. Donc, on va avoir à la fois la vision du monde européenne, la chrétienté latine, les techniques issues de Ptolémée transformées par les Flamands, et ça va devenir la norme géographique pratiquement jusqu'au XXe siècle. Et ça a l'avantage aussi, entre guillemets, pour les Européens de les grossir géographiquement par rapport à l'Afrique, qui en fait est un continent bien plus vaste que ce qui est représenté sur les cartes. Après, je ne sais pas si c'est une conséquence ou si ça nous arrangeait bien. Ou voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont étudié la question. Oh, je pense qu'au XVIe siècle, c'était pas leur problème. Ouais. L'Afrique était effectivement pensée comme vaste parce qu'il fallait la contourner. C'était ce que faisaient les Portugais depuis la fin du XVe siècle, et ce que vont faire les Hollandais justement à partir de la fin du XVIe, les compagnies des Indes, et que ce contournement de l'Afrique, comme on le sait toujours aujourd'hui quand les Houthis bloquent la mer Rouge, hein, c'est quelque chose de coûteux. Donc, c'est évidemment beaucoup plus coûteux proportionnellement au XVIe siècle. Donc, oui, il y avait cela. Mais bon, minimiser l'Afrique n'était pas vraiment leur problème. Il s'agissait pas non plus d'exalter l'Europe. Hein. Ce qui était intéressant, c'est que ça, c'est quelque chose qui se produit au XVIe siècle et qui a des effets cartographiques, c'est qu'effectivement, l'Europe, d'abord, commence à s'appeler l'Europe. C'était pas évident. On disait la chrétienté latine, il y avait les infidèles, les musulmans, c'était comme ça qu'on voyait les choses au temps des croisades. À partir du XVe siècle, on commence à dire Europe et Européens. C'est d'ailleurs pas gagné. Hein. Il y a Charles Quint, par exemple, il détestait cette expression, mais il préférait chrétienté et chrétien parce qu'il voulait l'unifier. Mais à partir du moment où on pense plus la chrétienté comme unie, mais inversement qu'on a une bonne connaissance des autres sociétés, les grandes sociétés asiatiques, les Américains, effectivement aussi les Africains, eh bien l'Europe se met à avoir son identité. Donc on va la mettre au centre, ça c'est assez logique, puisqu'il s'agit de contrôler le monde, de contrôler les routes maritimes. Hein. On ne contrôle pas encore beaucoup les autres, à part les pauvres Amérindiens, mais c'est cette vision du monde qui est projetée. Donc oui, on a cela. Bon, la Mercator, ensuite, on s'est vu qu'effectivement, elle avait des inconvénients et qu'elle donnait une ampleur considérable, par exemple, à la Russie. Donc les Russes aiment bien la Mercator. Évidemment, les Africains n'aiment pas la Mercator. Mais bon, c'était pas pour ça initialement. Oui. C'est important de préciser parce que parfois on entend cette version des choses. Qu'on l'ait maintenu au XIXe siècle, oui, là ça devient juste, hein, oui. Tout à fait. Mais c'était établi depuis longtemps. Je voudrais qu'on parle de la carte comme outil de conquête et aussi peut-être dire deux mots des cartes militaires. Mais d'abord, comment les cartes ont accompagné la fabrication des empires et des colonies et quel rôle concret elles ont joué dans ces dynamiques? Alors, c'est pas nouveau. Hein. J'ai parlé de cartographie romaine tout à l'heure et de contrôle du territoire romain, de cartographie chinoise pour l'Empire chinois, carte, contrôle de son territoire et projection au-delà pour savoir ce qu'il y a. Oui, c'est un outil de conquête incontestablement parce qu'il faut savoir. Exactement. Donc la carte et l'espion cartographe, hein, c'est quelque chose qui est très ancien. Par exemple, pour contrôler le déplacement d'une armée. J'ai évoqué tout à l'heure le problème de la mesure entre Alexandrie et Sienne avec Ératosthène. Il a repris une technique qui avait été utilisée un siècle auparavant par Alexandre le Grand, qui est celui du marcheur professionnel qui faisait un pas égal et qui permettait de mesurer les distances. On n'avait pas d'autre technique. Hein. Bon, cela dit, encore au XXe siècle, on a utilisé parfois cette technique. Mesurer une distance par un bon marcheur bien régulier qui compte. On appelait ça un bématiste dans l'armée d'Alexandre. Il y en avait plusieurs pour pouvoir faire les étapes et pouvoir les noter. Donc, il y a une cartographie de conquête de l'Empire perse et d'au-delà. Donc, c'est
l'association de la maîtrise du territoire conquis ou à conquérir et de la carte, c'est absolument essentiel. C'est vrai en mer également. Le nombre de journées de navigation, la localisation des vents, la position ensuite des endroits où on pouvait des havres où on pouvait protéger les navires, mais aussi surtout des récifs. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait noter. Et c'était secret. Parce que c'était du vrai pouvoir, ça. Donc la cartographie portugaise du XVe siècle, qui note tout le détail des côtes africaines, qui leur permet d'ailleurs sans doute de savoir, parce qu'ils vont utiliser les vents qui les amènent au Brésil, que il fallait déplacer le méridien de partage des mers entre les Espagnols et les Portugais au traité de Tordesillas, de passer de 100 000 à l'est de l'île de Fer, hein, de l'île des Canaries qu'on connaissait le mieux, jusqu'à 350 000, de manière en fait à inclure le Brésil. Il savait ce qu'il faisait. C'était 6 ans avant sa découverte officielle. Donc la maîtrise technique, c'est quelque chose de très important. Et le laboratoire qui était à Lisbonne, enfin d'abord au Cap, au sud, et puis à Lisbonne, c'est quelque chose qui était un lieu de pouvoir soigneusement préservé. Mais en même temps, tous les espions européens cherchaient à piquer les savoirs. Et les Hollandais réussiront très bien à la fin du XVIe et pourront contrôler les routes des Indes au XVIIe siècle. Donc oui, il y a cette importance sur les cartes marines. Et le plus souvent, les cartes que l'on connaît, si on prend les globes de Coronelli par exemple, ont toujours un petit retard. Parce que les découvreurs, ils avaient un mandataire qui pouvait être une grande compagnie de commerce, qui pouvait être un souverain, et le souverain, il voulait les connaissances pour lui, pas pour les autres. Donc c'était pas de la recherche scientifique. On le fera un peu à partir du XVIIIe, mais avant, non. Donc c'est secret. Mais tous les secrets finissent par être éventés, et on a des cartes qui s'améliorent progressivement. Et puis bien sûr, c'est vrai pour les conquêtes de l'intérieur des terres. On pense à la colonisation du 19e siècle en particulier. Parce que jusque les cartes des Européens étaient d'abord et avant tout des cartes marines. Puisque c'était d'abord la maîtrise des mers qui était leur pouvoir. Alors, il y a eu un peu de cartographie de l'Amérique, mais c'était peu de choses. Mais l'intérieur des terres restait inconnu, même en Asie, surtout en Afrique. Donc on imaginait, on mettait des monstres. On mettait des paysages imaginaires, ou bien on se fiait sur des récits qu'on a pu croire très longtemps, comme par exemple les monts de la Lune, au milieu de l'Afrique, qui auraient été les sources du Nil. Vous les voyez jusqu'au milieu du 19e siècle sur les cartes, ces grosses montagnes. Bon, c'est un mythe, hein, mais... Comment est-ce que le fait justement d'avoir sur ces cartes comme des espaces vides, ça contribue ou ça favorise cette idée d'espace à coloniser, justement? Ça, évidemment, c'est tout à fait juste. C'est deux choses qui sont synchrones. Ça apparaît au milieu du 18e, où il y a un effort scientifique de dire non, on ne met que ce qu'on sait ou qu'on pense plausible. Il y avait encore les monts de la Lune, oui. Mais le reste, on ne le met pas. Donc la carte devient blanche, enfin, sur les terres. Et les blancs de la carte deviennent intellectuellement un défi. Je suis toujours membre de la Société de géographie, qui existe depuis 2 siècles. C'est que la première société de géographie qui a été créée au 19e, c'est à Paris en 1821. Puis ensuite, il s'en est créé plein de partout. La géographie, c'était une passion intellectuelle. Mais en même temps, ceux qui finançaient cette passion de l'explorateur désintéressé, mais ils n'étaient pas forcément désintéressés, parce que ça coûtait très cher, ces expéditions. Donc c'était des commerçants, des militaires et des missionnaires. C'est 3 motivations: convertir, exploiter, conquérir. Et pour ça, effectivement, la carte était un défi. Et le pionnier, qui était éventuellement René Caillé, le premier à aller à Tombouctou, il n'en a rien retiré d'autre que la prime, enfin le prix qu'il a gagné à la Société de géographie. C'était 10 000 francs or, ça valait le coup, mais en 1828, si ma mémoire. Mais le plus souvent, on en a fait des héros. Il existe d'ailleurs toujours, elle est aussi à la Société de géographie, une société des explorateurs. Aujourd'hui, ça n'a plus exactement de sens.
sur Terre. Encore que les fonds marins, ça pourrait mériter ce terme. Mais c'est plutôt dans le ciel. Donc vous avez, mais évidemment, on a les grands explorateurs de l'Afrique, hein, qu'on a, comme tout le monde, fait les cartes hein, de ces grands trajets, qui ont été des grands héros. Mais très vite, derrière ces explorateurs, suivaient le missionnaire, le Mmh. militaire, le commerçant, qui recherchait des mines éventuellement. Donc vous avez ce rapport de filiation entre la maîtrise intellectuelle du monde et sa maîtrise géopolitique puis économique. Ça, c'est évident, et les cartes, là, sont tout à fait centrales. Cela dit, faire la cartographie de Mars, aujourd'hui, j'ai aussi un atlas du ciel mis des cartes de Mars. Hein. On la connaît pas trop mal, hein, la cartographie de Mars. Ben, on va très vite avoir le nom d'Elon Musk qui va nous parler de colonisation de Mars. Hein. Donc, je suis pas sûr que les choses soient profondément différentes. Mmh. Je voudrais qu'on attaque la grosse deuxième partie. On a parlé de l'histoire des cartes et je voudrais qu'on parle des cartes comme outil d'intelligibilité historique qui fait, on va dire, l'autre grande dimension de votre travail, et notamment au travers ce livre aussi Géohistoire. Et peut-être commencer par montrer comment on cartographie pour révéler justement certaines des dynamiques historiques et qu'on ne peut pas tout à fait faire de l'histoire, ou en tout cas comprendre tout fondamentalement l'histoire si on ne comprend pas la géographie. Ma première question, c'est par rapport au texte, qu'est-ce qu'apporte la carte pour comprendre les grandes dynamiques historiques? Pourquoi elle est, selon vous, si essentielle? Alors, on a parlé de l'école flamande hein, de Mercator tout à l'heure. Je citerai deux autres grands, Ortelius et Blaeu. Enfin, c'était des familles d'ailleurs en même temps. Ortelius était un grand copain de Mercator. Dans leurs atlas, ils ont tous les deux employé une expression qui ensuite est restée, qui était dire la géographie, la cartographie, c'est l'œil de l'histoire. C'est ce qui permet de voir. Donc, effectivement, l'expression graphique en général, là j'emploie l'expression d'un grand cartographe de la fin du XXe siècle, qui est Jacques Bertin, mais la graphique, c'est entre autres les cartes, c'est pas que, c'est toutes les formes graphiques, c'est quelque chose qui est une écriture qui n'est pas celle du texte. Il y a deux formes d'écriture, l'écriture graphique raisonnée, c'est pas la peinture, enfin, c'est pas la photo, et puis le texte. Le texte, c'est ce qui nous donne les choses simultanément, les unes après les autres. Donc en phrases, en paragraphes, en pages qu'on tourne, etc., en chapitres. Bon. La carte, c'est ce qui nous donne la simultanéité. Ce mot de simultanéité est absolument essentiel pour l'aspect de la carte, parce que sous longtemps, et même encore aujourd'hui, le récit, ce qu'exprime le texte, c'est quelque chose qui, en faisant succéder, nous déterritorialise, nous met que dans un lieu. Alors, il peut éventuellement bouger. On peut commencer par de l'histoire mésopotamienne, égyptienne, grecque, romaine et finalement européenne. Vous voyez, spatialement, on a fait un trajet. Mais chaque fois, on était à un moment. Ce qui fait que ce qui structure un processus historique, ce qu'on appelle parfois maintenant un grand récit, c'est quelque chose qui est d'abord du temps. Notre mode d'appréhension du réel, qui est le premier mode d'appréhension, l'un des deux premiers modes d'appréhension du réel, qui est le temps. Et ça nous prive de l'autre mode d'appréhension du réel, qui est l'espace. Donc, on est obligé d'être à la fois dans le récit et dans la figuration qui nous donne la simultanéité. Par exemple, tout à l'heure, je parlais pour situer Ptolémée et la révolution ptoléméenne du XVe siècle, je parlais des échanges qui avaient explosé avec l'Empire mongol, dont la peste noire à la fin, puis qui s'était brisé et qui avaient tenté de reprendre au XVe siècle. Eh bien, sur plusieurs millénaires, si vous ne situez pas ces sociétés les unes par rapport aux autres, il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. Il y a une de mes cartes fétiches, hein, je l'ai bien sûr remise dans Géohistoire, là, que vous avez la gentillesse d'évoquer, mais je l'ai beaucoup utilisée dans différentes circonstances et elle est présente, je dirais presque dans tous les atlas, qui est cette carte de l'axe de l'Ancien Monde, qui va de la Méditerranée jusqu'aux mers de Chine. Et je l'aime bien l'utiliser au 1er siècle de notre ère parce que l'on a simultanément, elle est très simple sur le plan géopolitique. Vous avez 4 empires, les Romains, les Perses, enfin qui sont les Parthes d'ailleurs à ce moment-là, les Kushan,
et les Chinois. Et là, tous ces empires sont jointifs, ont des voisins, si vous voulez, sont voisins les uns des autres, se connaissent, échangent, se méprisent, se font la guerre, bon, tout à fait d'accord, mais ils sont dans une situation géopolitique, géoéconomique. On ne peut pas bien comprendre les uns sans les autres. On ne comprend pas grand-chose aux Romains sans les Parthes, aux Parthes sans les Romains et les Kushans, aux Kushans, etc. Ils se connaissent, hein, les Chinois parlent de cet empire de l'Ouest qui est l'empire romain, qui vient des choses bizarres comme les perles, par exemple, de verre. Les Romains connaissent le pays des cerfs, c'est-à-dire de la soie. C'est là d'où vient ce truc extraordinaire qu'est la soie. Donc voilà, on a des échanges. Et ça, seule la carte nous le montre. La carte pouvait partiellement le permettre de le penser à leur époque, mais pas assez mal, évidemment, on n'a pas les moyens. Mais historiquement, rétrospectivement, si vous placez pas les voisinages, les proximités, les distances des sociétés les unes par rapport aux autres, on n'y comprend plus rien. Donc, on a besoin de voir constamment qu'est-ce qui se passe à côté. Et pour ça, il faut, généralement, quand on fait de la cartographie historique, on a toujours intérêt à cadrer large. C'est un débat que j'ai souvent d'ailleurs avec des historiens qui sont dans leur sujet. Ils veulent, prenons quelque chose qui n'existe que très peu en France, qui est l'histoire iranienne. Je dis ça parce que l'actualité nous invite à nous y intéresser. L'histoire iranienne, c'est très large. Hein. L'Iran, c'est une zone d'influence qui a touché toute l'Asie centrale, le nord de l'Inde, le littoral africain et jusqu'à la Méditerranée, qui a été bien sûr en conflit. Alors cette fois-ci, si je prends non plus le 1er siècle de notre ère, mais mettons le 17e, en conflit avec l'Empire ottoman et l'Empire moghol, hein, mais qui avait des relations très fortes avec ces empires, avant que les Russes d'une part et les Anglais d'autre part viennent faire ce qu'on a appelé le grand jeu au 19e siècle. Eh bien, ce monde, on ne peut le comprendre que si on le situe par rapport à ses voisins. La Perse est ouverte sur l'Asie centrale, et donc elle a eu plein d'invasions, mais aussi plein d'échanges. La Perse est constamment confrontée sur la rivalité sur la Mésopotamie avec des empires méditerranéens. Il y a eu des Byzantins, il y a eu des Abbassides, il y a eu des Ottomans. Même chose sur le nord de l'Inde. Il faut le situer, il faut cadrer large, il faut contextualiser. Or, quand on est dans son propre travail, en particulier quand on est enfoui dans le travail d'archives, on finit par l'oublier. Donc, si on ne pense pas l'histoire cartographiquement aussi, il faut penser sa dynamique, sa temporalité, mais aussi sa spatialité, eh bien, on est aveugle. Ça, c'est pour ça que la métaphore de l'œil, je la trouvais utile. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à ne pas vraiment tenir compte de l'aspect territorial des peuples, au-delà de qui les entoure, la géographie d'un territoire, avec les reliefs, avec les mers qui les entourent, avec ça va être aussi même le temps qu'il va faire en fonction de sa situation géographique. Tout ça, ça a une influence évidemment énorme sur l'histoire d'un peuple qui commence d'abord et toujours par habiter un territoire. Est-ce que vous pouvez me illustrer à quel point cet oubli est généralement problématique quand on raconte notre histoire? Oui, l'histoire française a une petite partie, l'historiographie française, hein, les historiens français ont une particularité, c'est qu'ils ont cette originalité d'avoir été un peu formés à la géographie. Enfin, disons qu'ils l'avaient. C'est un peu dégradé depuis quelques dizaines d'années. Mais ça a donné une école historique très très particulière en France, hein, entre autres celle des Annales. Je pense surtout à Marc Bloch pour le monde rural, mais Braudel, c'est vite évident. Il y a une formule qui est amusante, qui est de Lucien Febvre, qui disait que on a pu apprendre à labourer les paysans des historiens ont compris qu'ils labouraient la terre et non pas des cartulaires. Et ces cartes de propriété, ces cadastres de propriété on avait les monastères, puis ensuite les grands féodaux avaient dans l'Ancien Régime. Donc vous avez là quelque chose qui nécessite de comprendre ce type de milieu. Et s'il y a eu de grands travaux historiques comme ceux de Georges Duby, c'est justement parce qu'il a cartographié les possessions de l'abbaye de Cluny et qu'il a vraiment connu. Donc,
la carte, ça reste un outil incontournable pour comprendre, entre autres, qu'il faut qu'il y ait on peut situer la simultanéité, comme je le disais, qui est aussi la simultanéité avec le temps qui fait, les saisons, le relief, évidemment, par où on passe, par exemple. Ça, c'est un élément absolument central. Si on ne situe pas la passe de Khyber entre l'Afghanistan et l'Inde, on ne comprend pas la localisation des capitales indiennes, comme Lahore et surtout Delhi. Toutes ces grandes villes qui ont été, parce qu'elles étaient exactement dans la position de Constantinople, c'est-à-dire une position face au danger, la position de Pékin, si vous préférez, en base arrière de la Grande Muraille. C'est bizarre qu'en Chine ou en Inde, la capitale soit pas au milieu. Ben oui, parce qu'elle était face au danger, parce que c'était aussi l'état-major. Donc, si vous ne situez pas le relief, ben vous comprenez pas le passage, les contraintes, là où on est protégé, là où on l'est pas, le fait que la Chine soit un monde ouvert vers le nord, sans barrières naturelles, sans grands cours d'eau qui peuvent protéger, et surtout sans montagne, sans grosses montagnes en tout cas, ça explique la Grande Muraille, ça explique toute l'histoire chinoise, la construction d'une grande construction géopolitique pour résister à cette pression constante. Donc, si évidemment, il y a un mot horrible qui va intervenir ici, qui est le mot déterminisme. Comment raconter l'histoire uniquement en disant c'est les conséquences, non pas des choix humains, des configurations sociales, mais c'est le choix c'est l'effet de la température, des précipitations, de la qualité des sols ou de la hauteur des reliefs. Non, évidemment. Mais ce contexte, il ne faut pas non plus l'éliminer. Donc, effectivement, on ne peut pas faire l'histoire de quelque territoire qui soit, serait-ce un petit canton ou un continent, sans voir relief, climat, végétation, hydrographie, etc. Ça, c'est absolument essentiel. L'Atlas historique du Moyen-Orient, pour lequel je travaillais cet après-midi, et qui publiait à la rentrée, c'est les premières cartes, c'est hydrographie, climat, végétation. Dans la perspective de l'historien, c'est pas en soi. C'est pour montrer quels sont les champs de contraintes. Et le fait qu'on soit dans un milieu fondamentalement aride, avec des fleuves halogènes, évidemment, c'est essentiel. Alors comment on explique que ce soit aussi peu fait? Comment on explique que la manière dont on nous apprend l'histoire, ce soit essentiellement centré sur des idées ou alors des grandes décisions faites par des souverains, voilà, ou alors des rapports de force autour de grandes batailles et qu'on ne parle quasiment jamais de cette dimension territoriale. Alors, je vous trouve pessimiste. C'est le jamais me semble Je beaucoup. parle de mes Ne serait-ce que souvenirs pour... on va dire, de tel que l'histoire m'a été présentée à l'école, où il y a la géographie d'un côté, on va nous expliquer, voilà, quels sont les Oui. départements, les frontières, etc. Mais dans ce récit historique, on parle très très peu de l'importance du territoire et on ne donne pas les outils pour comprendre. Vous parliez des voisins, vous parliez du relief, des fleuves, etc., qui jouent un rôle sur les frontières, mais comment tout ça s'inscrit systématiquement sur une réalité territoriale qui a d'ailleurs une multitude d'aspects. Oui, tout à fait. Alors, bon, vous avez dit, il y a la géographie d'un côté. Et vous parliez de votre enseignement français, Tout à fait, en ouais. France. Eh oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir un cours d'histoire-géographie, mais d'histoire et géographie, c'est effectivement un piège. Ça fait des décennies, et j'échoue éventuellement, évidemment, mais à fondre l'histoire et la géographie. Moi, si j'emploie géohistoire, le mot brodélien, c'est justement parce que c'est la même chose. On étudie des sociétés sur Terre et que il faut les étudier simultanément et pas étudier effectivement le relief pour lui-même ou la végétation ou le fonctionnement. De temps en temps, il faut dire comment ça marche. Mais enfin, c'est à la limite le travail d'une autre discipline. Mais il faut lier constamment les deux. On respire, on mange, on a chaud, on a froid. Enfin, c'est absolument essentiel. Puis on se déplace. Donc, c'est vrai qu'on l'oublie beaucoup et qu'on a tendance à justement s'associer au texte et à voir l'étude des textes. Alors, heureusement, le travail historique prend en compte beaucoup plus la dimension archéologique. Et vous voyez que l'archéologie, et quand je prends, au départ, l'archéologie, on recherche des ruines, des monuments antiques, c'est pas. Mais de plus en plus, l'archéologie, c'est l'archéologie du sol.
Alors, il y a tout un développement qu'on appelle la géoarchéologie d'ailleurs, qui, va étudier, les structures agraires, non pas à partir des cartulaires que j'évoquais tout à l'heure, mais de la pédologie, c'est-à-dire l'étude précisément des sols tels qu'ils ont pu se transformer, ont évolué, c'est-à-dire la mémoire, l'archive, mais qui est une archive naturelle. Enfin naturelle, elle est profondément transformée par les humains, c'est pour ça qu'elle est une archive, mais telle qu'on peut la lire dans la coupe que l'on fait du sol. Donc on a, de plus en plus cette dimension et depuis quelques, maintenant dizaines d'années, la crise environnementale que nous avons provoquée, amène rétrospectivement à s'intéresser beaucoup, à cette question d'héritage, de traces qui sont des traces dans la nature. Hein, je fais le geste postmoderne pour dire des guillemets. Donc on est là dans, quelque chose qui nous donne une autre dimension. À tel point d'ailleurs que des gens qui se préoccupent, de questions, comme Donna Hathaway, aux États-Unis et puis Bruno Latour en France, ont réinventé le mot géohistoire pour dire cette histoire enchâssée dans la nature où il y a continuité entre une histoire qu'on appelait naturelle autrefois et une histoire qui était proprement humaine. Mais c'est vrai que l'enseignement reste d'abord une pratique du texte, de l'analyse du document. Le document peut être iconographique, rarement cartographique, et est en général textuel, et que de ce fait, on a encore un primat du récit Mmh. centré sur, heureusement, de moins en moins quand même, les grands personnages, les acteurs clés, mais des grands mouvements intellectuels, Mmh. idéels ou des grands faits économiques. Et évidemment, c'est important. Hein, je parle, Oui, oui, mais ça suffit pas, ouais. Est-ce que, pour qu'on comprenne ce que ça change, vous pouvez nous donner un ou 2 exemples, parlants de comment on peut revisiter un moment historique avec l'aide d'une carte, ou en tout cas, comment une dimension, géographique, cartographique peut nous faire changer de regard sur, l'histoire qu'on se raconte habituellement? bah, il y a un exemple très, très célèbre, j'aurais envie de le prendre, c'est celui qui est toute l'architecture de la Méditerranée de Fernand Braudel. Qui a été sa thèse d'abord, hein, et qu'il a ensuite développé en 3 volumes, et qui est un jeu d'échelle. Hein, mais qui est un jeu d'échelle d'espace et de temps. Il développe plus les échelles de temps, c'est un historien. Mais on peut le prendre aussi en termes d'échelle spatiale. Si vous prenez la bataille de Lépante, donc on est en 1571, je crois, bataille entre les Occidentaux menés par les Européens menés par les Espagnols, il y a les Vénitiens qui sont là aussi, et puis les Ottomans. Bon, on adore cette bataille en Europe parce que ça a été une victoire. Si vous la prenez en termes d'échelle de temps, c'est une journée. Quand est-ce que les galères vénitiennes, les galères ottomanes, où est-ce que l'auteur de Don Quichotte est blessé et perd son bras. Enfin, voilà, on peut avoir la bataille elle-même. C'est très petit, c'est quelques kilomètres carrés au large de la Grèce, c'est une journée. Et puis, vous pouvez la situer dans la Méditerranée de Philippe II, qui est l'objet précisément. Donc les rapports géopolitiques entre l'Empire ottoman, les chrétientés, mais aussi les rapports entre chrétiens. Les Français qui sont adversaires des Habsbourg, donc de Philippe II, qui sont donc plutôt alliés des Ottomans, et puis les protestants qui sont encore, ou les anglicans qui sont encore dans une autre situation. Donc une Europe fragmentée qui n'est pas forcément unie, et qui va donc pas exploiter la bataille de Lépante. Vous pouvez le situer dans un ensemble qui donc là est à l'échelle de l'Europe et de la Méditerranée, et dans une temporalité qui est de plusieurs décennies. Mais vous pouvez le situer également. Et là, vous avez 100 cartes. Alors, vous avez besoin d'un plan de la bataille de Lépante dans la première étape. Vous avez besoin d'une carte de la Méditerranée et de l'Europe. Mais cela a sens aussi dans un contrôle qui ne fait que s'amorcer à ce moment-là du monde. Parce que les Européens sont du côté de l'Atlantique. Les Ottomans s'étaient posé la question dès le début du XVIe. Ils avaient fait venir des marins de Colomb, par exemple, hein, pour se demander s'ils allaient s'intéresser à l'Amérique. L'histoire du monde aurait peut-être été un peu différente, pas forcément beaucoup, mais un peu différente, si les Ottomans avaient été des colonisateurs, parmi d'autres, de l'Amérique. Ça n'a pas été le cas. Bon, c'est pas seulement parce que c'était un peu compliqué pour eux de passer le détroit Gibraltar contrôlé par les Espagnols, mais c'était faisable, hein. Ils en avaient les moyens. Mais c'est parce que ça ne les intéressait pas. Pas oublier que ces histoires sont très coûteuses, très risquées, et que les Européens l'ont fait parce que ça rapportait du fric.
et ce qui était bien avant même les premiers esclaves, bon, ça a été vite, hein, et c'était les plantations qui les intéressaient. Bon, d'abord l'or et les plantations. Et donc, contrôler l'Atlantique, c'est une grande thèse, celle de Pierre Chaunu, sur cette histoire. Contrôler l'Atlantique, c'est quelque chose qui va être le fait des Ibériques, avant les Flamands que j'évoquais, et c'est quelque chose qu'il faut penser à l'échelle d'une grande partie du monde, parce que l'Atlantique, c'est aussi la porte de l'océan Indien, la route portugaise. Donc, si vous pensez votre événement à ces différents niveaux, vous allez utiliser un plan de bataille, quelques kilomètres, une carte de l'Euro-Méditerranée et un planisphère pour comprendre la localisation de votre événement. Comment le faire sans carte? Comment le faire à chaque étape sans le milieu? Comment expliquer une bataille navale du XVIe siècle sans tenir compte des vents et des courants, par exemple? L'état de la mer à ce moment-là. Comment comprendre la position des Européens par rapport aux Ottomans sans les situer par rapport à la taille des Balkans et aux positions qu'on a dans les Balkans ou des vents et des courants de la Méditerranée. Comment comprendre l'expansion à l'échelle mondiale sans tenir compte de l'anticyclone des Açores, la circulation des vents et des courants, le Gulf Stream qui ramène en Europe, par exemple, c'est un élément essentiel. Voilà, je ne vois pas comment je peux pas situer l'importance, ou plutôt j'aurais presque envie de dire le non-événement qu'est la bataille entre les Ottomans et les Européens, la Lépante, sans cette contextualisation qui est à la fois du temps et de l'espace. J'ai besoin du temps, j'ai besoin d'une frise de temps, mais j'ai aussi impérativement besoin de cartes. Un autre exemple issu de géohistoire sur lequel vous avez insisté, qui, encore une fois, qui va nous apporter une autre compréhension d'un phénomène historique, je sais pas. Euh, alors, faudrait prendre quelque chose de que vous pensez, que on pourrait penser. J'essaie de chercher quelque chose de très différent. Je vous Ah, mais je j'ai trouve évoqué ça le en fait intéressant d'aller sur du concret parce que Ah oui, à partir du moment où on entre là-dessus, on a tous justement des faits historiques qu'on a en tête, on a appris des grandes dates, on a appris souvent d'ailleurs c'est très conflictuel, on apprend l'histoire autour de batailles, enfin voilà, de rapports de force, on se concentre beaucoup là-dessus, ou alors de grands moments type la révolution industrielle, mais euh, comment c'est pour illustrer le fait que finalement si on n'a pas ce rapport au territoire, si on n'a pas cette géographie en tête, on passe complètement à côté de pourquoi les choses se passent de la sorte. Euh, Mmh. Vous avez prononcé l'expression révolution industrielle. J'aurais presque envie de m'accrocher à ça, à moins que vous vouliez en prendre à partir d'un petit événement précisément localisé. Mais on peut. Mais il y a quelque chose qui me semble extrêmement important pour comprendre, y compris les enjeux les plus chauds, les plus massifs du monde contemporain actuel. C'est l'opposition que j'aime bien formuler entre le puzzle et le réseau. C'est-à-dire le fait que les sociétés sont fractionnées, il y a des sociétés, il y a ce pluriel des sociétés, et ça se voit sur la carte. Le planisphère qu'on appelle politique, hein, c'est la planisphère c'est souvent d'ailleurs, ça peut devenir un puzzle autant de jeux, ou c'est réel, comme on fait un puzzle des départements, on a des puzzles de l'Europe ou des puzzles du monde, qui sont des jeux pédagogiques. Mais j'emploie la métaphore pour désigner justement ce fractionnement de territoires qui sont exclusifs les uns des autres. Ce que corroborent officiellement les Nations Unies, qui devraient s'appeler les États unis. Mais enfin bon, l'expression est prise. Et puis d'autre part, le fait que les sociétés sont en interconnexion. Elles l'ont toujours été. Hein, les groupes humains, depuis tout aussi loin qu'on remonte, ont des relations avec d'autres groupes humains. Vous avez, comme moi, sans doute, enfin, j'en suis à peu près sûr pour nous deux, du néandertalien dans nos gènes. Il y a eu des interactions entre des groupes qui pourtant étaient biologiquement un peu différents. Si on avait ici quelqu'un qui était indonésien, par exemple, il aurait probablement du dénisovien dans ses gènes. Voilà. Donc, on a eu constamment des interrelations, des métissages, etc. Ça, c'est la trame générale. L'opposition du puzzle et l'opposition des relations. Aujourd'hui, c'est souverainisme et mondialisation.
On est dans cet enjeu et Dieu sait s'il est chaud et que ce soit l'élection de Trump, du montée des populismes, enfin bon, ou des offensives de Poutine ou l'attitude de Xi Jinping, on est constamment dans ces attitudes où le souverainisme va jouer un rôle essentiel. Il y a des moments où des éléments de tension sont particulièrement manifestes et c'est pour là l'expression révolution industrielle me semble intéressante. Parce que c'est un moment où on peut faire une carte de l'Europe du puzzle. C'est un puzzle qui à la fois se simplifie et se complexifie, puisque c'est le moment où la notion d'État-nation s'affirme. Elle est née en 18e, il en est né très littéralement, c'est sur la frontière de l'Est de la France qu'est né ce truc, qui est la frontière linéaire, qui n'était pas du tout une configuration, et frontière linéaire suppose travail des cartographes. Les ingénieurs cartographes du roi, les cartographes ordinaires du roi, qui étaient des fonctionnaires spécialisés là-dedans, c'est des gens qui vont aller tracer les limites des frontières. C'est Colbert qui a commencé à lancer ce genre de choses. Donc la limite du territoire national. Jusque-là, c'était plutôt les relations de groupes humains qui étaient importantes. Tel monastère relevait de tel évêque, tel prince contrôlait tel féodal, tel village dépendait de tel autre. Mais bon, tout ça il y avait aussi des guildes marchandes. Enfin, on pouvait, dans un même lieu, avoir des appartenances extrêmement variées. Ce qui était important en termes fiscal, conscription, enfin bon. Donc la frontière n'avait pas vraiment l'importance qu'elle a eu après, c'est ça? Non, les frontières étaient multiples, elles se recouvraient, il y avait des discontinuités, mais elles n'étaient pas uniques. C'est à partir du 18e qu'en Europe, on invente ce cas très particulier qui est un territoire, qu'on va cartographier, bien sûr, égale un peuple, qui veut dire une langue, une manière de vivre, et on m'a même été très loin, ça voulait dire une cuisine, une manière de s'habiller, un paysage, enfin on a nationalisé tout au 19e siècle. Bien sûr, c'était un idéal, ça n'a jamais véritablement complètement marché, il y a toujours eu des irrédentismes, mais en gros, c'était cette norme. En France, on le connaît bien, parce que ça a très bien marché en France, il y a une norme nationale, on parle une langue unique, les variantes sont beaucoup plus faibles qu'en Italie ou en Allemagne, enfin bon, on est ça a été fait au forceps, très différents. Oh oui, ça a été fait de manière, puis sur de la longue durée. Ça remonte loin, au moins au XIIIe siècle. Donc, vous avez quelque chose qui ont été bien cuits, comme diraient les Chinois. La Chine ayant procédé de la même manière, et sur de plus longue durée. Mais c'est quelque chose qui se généralise au XIXe siècle. Donc, vous avez une carte qui bouge. Vous avez d'une part des sociétés qui se regroupent, c'est ce qu'on appelle l'unité italienne ou l'unité allemande, le printemps des peuples, mais aussi des sociétés qui se divisent. À terme, ça va donner, ça prendra du temps, l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, d'une partie de l'Empire russe qui peut perdre la Pologne, par exemple, la Finlande. Bon. Donc vous avez un fractionnement qui nous donne un puzzle de plus en plus complexe. Il y a une chose qui fait dans la longue durée, d'ailleurs j'aime bien montrer, c'est que si vous prenez la population moyenne d'un pays, elle est à peu près constante au XXe siècle, mais encore aujourd'hui. Alors que la population mondiale ne cesse d'augmenter. Parce que le nombre de pays augmente à peu près en même proportion. La décolonisation, le fractionnement de l'URSS, de la Yougoslavie, puis constamment, vous avez eu la naissance, ça c'est pas très vieux, maintenant 13 ans, du Soudan du Sud, par exemple. Et puis, je sais pas, ça peut être les Catalans, les Écossais, enfin, le regroupement est plus rare. Bon. Donc, il y a Poutine qui veut reconstituer un empire, mais enfin, dans l'ensemble, c'est la Chine aussi veut annexer Taïwan, mais c'est quand même relativement plus modeste. Donc, au total, vous avez ce phénomène d'augmentation du puzzle au XIXe siècle. Et puis, en même temps, la révolution industrielle, on va penser au chemin de fer, bien sûr, mais d'abord au télégraphe, puis au téléphone, c'est aussi à l'unité monétaire. Bien sûr, il y a un marque, un franc, une livre sterling, mais c'est les talons or. Donc, elles sont totalement compatibles les unes avec les autres. Donc, on a une unification qui raccourcit les distances et des frontières qui augmentent les distances. Vous avez cette tension entre les deux. Et si vous le visualisez pas, si vous visualisez pas cette dynamique, et vous le montrez pas sur des cartes, qui aujourd'hui ne c'est plus à l'échelle de l'Europe qu'il faut le penser, mais effectivement du monde entier, de l'ensemble des humains, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et ça nous permet, je trouve, d'avoir une grille de lecture graphique, cartographique,
du monde contemporain. Et chaque carte que l'on a, du conflit en Iran aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose qui est un sous-ensemble de ce vaste planisphère mondial, planisphère qui est plutôt un globe, bien sûr. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans notre rapport au monde d'avoir justement en permanence Google Maps où c'est une certaine représentation heu, du monde dans notre rapport, à l'espace, au territoire et hem et dans un monde justement saturé, d'images, comment est-ce qu'on peut, encore se laisser surprendre par une carte qui soit différente de ça? Alors c'est vrai qu'on est dans un monde, saturé de cartes et qu'on en a dans nos téléphones, qu'on peut regarder Google Maps sur nos écrans d'ordinateur. Hem, c'est quelque chose qui a, qui a par bien des côtés, favorisé tous les aspects pratiques. Quand, bon, moi je mais c'est une question d'âge. Je reste un pratiquant de la carte papier, Michelin que j'ai de plus en plus de mal à trouver. Bon, mais je suis un dinosaure. Donc, il m'arrive comme tout le monde de regarder, sur mon téléphone un itinéraire, ne serait-ce parce qu'il me donne des indications que ma carte, qui elle a une mémoire ancienne, ne peut pas me donner, qui est le degré d'embouteillage, par exemple, que l'on peut avoir. Voilà. Mais c'est Donc, d'ailleurs, c'est une bifurcation, mais le fait, je rajoute ça à ma question, mais le fait que toute une génération grandisse sans avoir jamais regardé une carte, Michelin ou IGN, et comprendre le nord, le sud et cetera, ça change aussi la perception qu'on a d'un monde et du ouais, territoire, oui. absolument. Et ça, c'est vrai qu'il faut insister. Donc, toutes les des aspects techniques, hein, que c'était les cartes de réseau, que de la table de Pöttinger ou des portulans, on les a et on les a d'une manière infiniment plus pratique que qu'on avait naguère. Donc ça, très bien. En revanche, quand on ouvrait une carte papier, IGN ou Michelin, on avait autre chose. D'ailleurs, on trouvait pas tout de suite, alors que notre téléphone nous repère. On savait pas tout de suite où on était, puis il y a des gens qui avaient toujours du mal, qui savaient pas très bien comment se situer. Donc, c'est quelque chose qui contextualisait. C'est-à-dire que vous étiez: «Ah oui, je suis dans cette vallée, je cherchais un repère, je vois un tableau, oh, je suis à tel endroit». Et puis, on regardait à côté, on voyait: «Ah bah oui, il y a une montagne, ah bah, on va arriver au bord d'un lac». Bon. Donc on était dans un contexte. Ce contexte, on l'a perdu. Enfin, on voit ce qu'il y a sur notre itinéraire, on voit plus du tout ce qu'il y a à côté. Et on se trompe pas, ou enfin la machine se trompe un peu, mais enfin généralement elle se trompe pas pour nous. Donc, on a perdu l'ouverture de la focale. On a largement perdu quand on utilise l'aspect pratique, parce que rien ne nous interdit de regarder, un planisphère sur écran ou Google Earth, le global, où on a le zoom et le dézoom. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est un petit inconvénient. C'est pas dramatique par rapport aux aspects pratiques que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui, inversement, est plus ambigu, c'est que justement, on peut zoomer et dézoomer constamment. Oh, c'est extrêmement pratique, hein. On peut très bien dire: «Ah bah tiens, je suis dans quelle région?» puis je zoome et puis on arrive plus précisément à l'endroit où on veut, voir notre itinéraire ou notre localisation. Mais en même temps, on a on n'a pas forcément les seuils. Quand vous entriez dans une boutique, qui vendait des cartes IGN, encore aujourd'hui ça existe, vous aviez le choix entre le 25 millième, le 50 millième, le 100 millième, le 250 millième et puis il y avait même des plus petites échelles. C'était pas la même chose. Vous voyez pas la même chose. Ah, pour moi qui ai fait passer des épreuves de commentaires de cartes pendant une bonne partie de ma vie professionnelle, je sais bien qu'au 25 millième, on voit les champs, on voit les hameaux, les maisons isolées, on a les ruisseaux. 50 millième, c'est plus simplifié. Si vous regardez au 100 millième, bah, vous avez une vision régionale, vous avez, les villes les unes par rapport aux autres, on va plus s'intéresser. On n'a pas la même problématique. Si vous regardez le millionième, vous avez une grande carte de France qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Vous avez un peu une vue d'ensemble de territoire, mais pas si vous la prenez au 5 millionième, où elle tient sur un 21-29-7. Vous avez là la carte de France classique, enfin, auquel on a nos raisonnements habituels. Donc, les seuils cartographiques significatifs, qui sont les échelles, précisément, c'est quelque chose qui est un raisonnement compliqué. Quelles sont les bonnes? L'hygiène, c'était purement technique. Ils ont une base au 25 millième, puis ils étendent en fonction de ce qui était le plus acheté, le plus demandé. Mais là, on a une question qui nous est posée, que je trouve riche et intéressante, qui est de dire: «Qu'est-ce que je veux voir?»
À quel moment est-ce que je fais de l'itinéraire pour me déplacer ou pour jouer, à me déplacer en Australie, il y a des jeux qui font ça très bien. Ou bien alors est-ce que je cherche à avoir une vue d'ensemble du Moyen-Orient pour comprendre, comment se situe l'Arménie par rapport à la Jordanie, par rapport à l'Afghanistan, qu'est-ce qui se passe dans ces coins-là? Et et là, il y a des possibilités, entre autres informatives, qui sont quand même formidables, en multicouches, où vous pouvez, par exemple, avoir ce qu'on n'a encore pas beaucoup, pas assez, mais ça va venir, des banques de données historiques. C'est-à-dire dire, voilà, je vois le Moyen-Orient en juin 2025, mais qu'est-ce que le Moyen-Orient il y a en 1979, quand l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir? Comment c'était? Quels étaient les rapports économiques, les rapports de force? Aujourd'hui, on a toutes les informations. Et quelle était la configuration sur cette même portion du monde au XIIe siècle? Heu, Est-ce qu'on avait oui, oui, il y a des enjeux qu'on retrouve, voilà, d'avoir cet aspect, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait formidable et j'ai un espoir fou, moi, dans ce domaine. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui sont, invisibilisées si on regarde juste les cartes classiques. Je pense que je regardais ça hier, l'exemple du l'invisibilisation du peuple kurde qui se retrouve, qui n'a pas de Ah bah frontières, oui, voilà. bien sûr, les cartes ne font que Bien sûr, traduire les rapports de force entre groupes sociaux. voilà, c'est une Le carte du Kurdistan vainqueur, ouais. aurait-il existé? Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de groupes, de sociétés qui ont été invisibilisées. Simplement, elles ne sont jamais totalement éliminées. Mmh, Même, aucun génocide ne réussit complètement. mmh, Donc, le résultat, c'est que, ensuite, effectivement, il faut le montrer. Donc, la cartographie de Gaza est évidemment tout à fait mmh. importante, de montrer les types de lieux et où on n'en a pas été privé, hein. Quelle, quelle carte est-ce que vous aimeriez absolument montrer à l'ensemble de la jeunesse, on va dire, pour employer un mot valise aujourd'hui, pour aider à mieux comprendre, le monde dans lequel on vit? Heu, D'abord de voir des planisphères, de voir qu'on est un seul monde, qui soit une seule terre, un seul monde. Alors donc il faut le faire tourner, montrer que la Terre est petite. C'est vraiment un point 40 000 kilomètres pour faire tout le tour, hein. Je dis souvent, au fond, l'humain Ça se dont fait à j'ai vélo. évoqué ses capacités. Exactement. Ah, mais même à pied. À pied, vous faudrait moins de 5 ans pour faire 40 000 kilomètres à 25 kilomètres par jour. Donc, c'est faisable. On peut faire le tour de la Terre à pied. Alors, à vélo, évidemment, ce serait du luxe. Il faudrait plutôt un pédalo, hein, d'ailleurs, mais enfin, parce qu'il y a un petit problème. Mais vous avez là quelque chose qui est tout simplement un petit monde, hein. Nous habitons un petit monde et qui est un monde systémique, un monde fragile. Donc, les différents sens qu'a pris le mot géohistoire me le rappellent, constamment. Donc, je crois que c'est cette carte d'unité de la machine, de l'ensemble terrestre, dans lequel il y a une seule forme d'espèce qui est, cette espèce invisible qui sont les humains qui la contrôlent et qui est très nombreuse, trop sans doute. C'est quelque chose qui est vraiment la carte qui montrait que de solidarité. Parce que ce qui contredit la gestion de notre avenir et de notre planète, c'est bien les souverainismes, le fractionnement, le puzzle que j'évoquais tout à l'heure. La révocation de fin, on peut répondre intuitivement et potentiellement rapidement, mais hem, quels sont donc les grands enjeux autour de la carte que la carte pose aujourd'hui à l'historien ou au citoyen? Vaste question. Heu, les Aujourd'hui, je trouve que j'ai eu de la chance dans ma vie professionnelle. J'ai vécu un moment où la carte s'est révélée, a explosé. Bon, il y a une dimension technique, hein, c'est que l'informatique a complètement changé l'écriture et la lecture de la carte. Mais c'est aussi que la conscience du monde, ce que représente le mot mondialisation depuis 40 ans, a fait la demande de cartes et de cartes différentes, hein. Vous savez, il y a un exemple, les Australiens ont une carte identitaire qu'ils ont en carte postale, qui est un planisphère, mais au centre, c'est l'Australie. Et simplement, c'est une Mercator. Elle est centrée sur le méridien 180° et elle est le sud en haut. Elle est exactement à l'endroit où est l'Europe sur les planisphères classiques, hein. Donc, no longer down under. Ils en avaient marre d'être en bas, à droite, hein, c'était ça. Donc, la carte aujourd'hui, c'est quelque chose qui est
doit être de plus en plus présent. Et rétrospectivement, puisqu'on ne fait l'histoire qu'au présent, rétrospectivement, on cartographie de plus en plus historiquement. C'est pour ça que j'ai eu de la chance, parce que à partir du moment où je me suis lancé dans les atlas historiques, que ça a Bon marché, timing. ça pouvait que marcher. Mmh. C'est pour ça. Quelle expérience, on sort un petit peu de la carte là, peut-être concrète, physique, vous semble, essentielle à vivre pour, changer son regard sur l'espace, sur le territoire, voilà et sur le fait qu'on est dans un monde physique? Alors, ce qui est bien, c'est de voyager, c'est de bouger, de voir ailleurs. Malheureusement, comme je l'évoquais, les barrières sont de plus en plus nombreuses. C'était beaucoup plus facile de Mmh. voyager quand, j'avais 20 ans. J'étais étudiant, je me suis baladé, aujourd'hui dans des régions où je pourrais absolument plus aller, hein, entre autres au Sahel, par exemple, hein. Je me baladais au Mali, au Burkina, enfin bon. C'est effectivement une expérience, je veux dire de vraiment voyager, enfin, c'est-à-dire pas effectivement d'aller d'un hôtel climatisé à un autre, dans un avion. Bon, mais ça, c'est évident. Mais, d'être confronté à d'autres langues, d'autres personnes, d'autres manières de voir, d'autres nourritures, d'autres Mmh. climats. Oui, ça c'est l'expérience et c'est évidemment très en rapport avec la carte, ce que j'évoque. Oui, puisque pour voyager, c'est quand même toujours intéressant aussi de savoir où on se situe et Ah bah, c'est même vital. Donc il y a pas de problème. tout dépend de la manière dont on voyage aussi. Mais dernière question, Oui, oui, non, mais j'ai 2 livres, à lire absolument dans une vie ou 2 livres essentiels pour traverser notre époque, sur les sujets qu'on vient d'évoquer ou tout autre? c'est je vais vous répondre de manière, sans doute très subjective. Je vais vous dire, bah, 2 atlas. Des atlas mondiaux, ça me semble, mais avec des zooms variés qui ne soient pas évidemment, je me suis amusé à cartographier les atlas traditionnels. Bon, il y a 80 d'Europe, hein, dans ces trucs-là. Mais, et qui ont cet inconvénient, donc, c'est peut-être pas des atlas qui existent vraiment, j'ai pas fait non plus, où, les choses sont à mêmes échelles. Par exemple, c'est très fréquent quand vous rencontrez on demandez à des Français qui pensent que le Japon est très petit. Mmh. Parce que évidemment, on voit le Japon au mieux sur, 20 centimètres de haut, mais en général, c'est plus petit et puis sur un planisphère, donc ça paraît comme minuscule. Donc ça fait quand même 2000 kilomètres, hein, de nord-sud. Donc 300 000 km². C'est quand même grand, hein. Enfin grand comme un pays européen. Donc vous avez, un livre qui nous permet de regarder, de regarder le monde et de ce fait, ça peut être un livre, du monde actuel. Je crois qu'il faut connaître le monde actuel. Donc aujourd'hui, dans la tradition, on dit un atlas géographique. C'était un atlas, tous les atlas sont géographiques, c'est un pléonasme. Mais enfin, un atlas qui nous donne un petit peu Mmh. la situation actuelle. Et puis, toute la dynamique historique qu'il y a. Donc effectivement, des livres à lire pour moi, à lire, hein, une carte se lit. De lire, c'est des atlas. Un atlas plutôt historique, un atlas plutôt contemporain. Ou pas. Voilà, ça c'est mes 2 livres que je recommanderais. Mais j'ai des atlas plein la Oui. bibliothèque. Merci beaucoup Christian pour, tous ces éclairages. Ben, merci Julien pour vos questions et votre À intérêt. bientôt. À bientôt.